Jean-Louis Beffa, votre livre « La France doit choisir » fait beaucoup de bruit depuis sa sortie. On en parle beaucoup, on vous entend beaucoup, c'est heureux. Vous faites partie de ceux qui, en ce moment, popularisez, ou en tout cas défendez bec et ongle dans les médias et peut-être ailleurs la cause de l'industrie française. Pourquoi vous avez fait ce livre? Est-ce que vous êtes content du début, de l'impact qu'il a? J'ai essentiellement fait ce livre, non pas pour intervenir dans un débat politique, parce que quand je l'ai commencé, ce n'était pas ma préoccupation. Au point de départ, il y avait le fait que depuis des années, on entendait dire que pour qu'un État fasse les bonnes politiques, il fallait faire ce que lui disait de faire l'OCDE, le consensus de Washington, la Commission de Bruxelles, le FMI, etc. Et à la limite, le ministère des Finances français. C'est-à-dire, il fallait appliquer le libéralisme le plus intégral. C'est-à-dire libéralisme des biens et des services, sur lequel je suis d'accord, mais aussi libéralisme des capitaux, c'est-à-dire qu'il faut que le capital, à toute puissance de l'actionnaire, se manifeste au maximum possible. Et on a pris toute une série de textes, et des choses ont été faites en France, qui ont changé le régime de gouvernance en France des entreprises, en tout cas des grandes entreprises cotées, qui ne sont pas contrôlées par une famille, de ce point de vue-là. Et je constatais tout simplement que les pays qui me paraissaient réussir sur la planète étaient des pays qui n'appliquaient pas ces principes. Et tout particulièrement le Japon, en Europe l'Allemagne, bien évidemment la Corée et la Chine. Et je me suis rendu compte que ces pays-là avaient un certain nombre de traits communs dans les décisions qu'ils prenaient, c'est-à-dire l'environnement qu'ils créaient pour les entreprises. Essentiellement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui compte pour que les entreprises aillent dans tel sens ou tel autre sens? Eh bien, je constatais que 3 facteurs étaient importants. Bien évidemment, la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire le pouvoir de l'actionnaire sur l'entreprise. Ce pouvoir était-il total ou ce pouvoir était-il partagé? Ce pouvoir était-il fait pour que l'entreprise fonctionne uniquement au service de l'actionnaire, ou est-ce que notamment le facteur national, c'est-à-dire que l'entreprise, car je crois depuis très longtemps que toutes les entreprises ont une nationalité, une grande nationalité, la nationalité essentiellement du lieu de leur siège social, souvent la nationalité du dirigeant, en tout cas de l'essentiel des dirigeants, là où on fait la recherche, développement pour l'essentiel, etc., etc. En tout cas, tous les critères montrent qu'il est faux qu'il n'y a pas d'entreprise sans nationalité, ou peut-être extrêmement peu, que toutes les entreprises ont des nationalités. Eh bien, ce qui me frappait, c'était quel contexte on leur faisait. Et je me rendais compte que, notamment dans le régime allemand, le plus proche de nous, c'est pour ça que c'est lui sur lequel je vais insister là, eh bien, ce n'est pas la toute-puissance de l'actionnaire qui décide la façon dont les entreprises allemandes sont gérées. À mes yeux, tel que je l'ai vécu dans Siemens, eh bien, en fait, le pouvoir est détenu par le conseil d'administration. C'est un lieu de confrontation, un lieu de compromis entre les propositions des dirigeants qui sont d'ailleurs, je dirais, influencées fondamentalement par l'histoire de l'entreprise en tant qu'institution, ses compétences accumulées, ce qu'elle représente du point de vue également de ce qu'on appelle ses valeurs, je dis ce mot avec beaucoup de prudence, et puis, bien entendu, le personnel, représenté au conseil d'administration et qui, en particulier, joue un rôle très important vis-à-vis de l'intérêt national du pays. J'y reviendrai. Et donc, et enfin, que l'État, là-dedans, n'intervient pas directement. Contrairement à de vieux régimes français, le régime que j'ai appelé industriel et commercial, et en tout cas pour l'Allemagne, un régime dans lequel, d'ailleurs c'est pareil au Japon, dans lequel l'État maintient un certain mode de fonctionnement, mais n'intervient pas directement, il veille à la création du consensus. Consensus, encore une fois, entre l'actionnaire, le dirigeant d'entreprise et le personnel incarné. L'un des principes dans la mise en œuvre dans les groupes industriels de ce principe, c'est que, en gros, on fait des rentabilités à long terme, on vise, on considère comme fondamental, si on le peut, d'exporter, et on essaye de veiller à ce que dans tous les métiers nouveaux, il y ait environ un bon tiers des emplois qui sont faits sur le sol national. Il n'y a pas de métier du futur pour Siemens dans lequel on n'intègre pas dès le départ cela. Et ceci, ce n'était pas le cas en France.
Alors en France, on avait connu un modèle industriel commercial, entre guillemets, à la française, sous le général de Gaulle et Georges Pompidou, mais là avec une intervention de l'État beaucoup plus directe. C'est l'État qui avait choisi des secteurs, qui les avait développés, avec un grand succès. Et puis depuis la fin, je dirais, du septennat de M. Giscard d'Estaing et après sous les mandatures de M. François Mitterrand et de M. Jacques Chirac, à part peut-être un peu la tentative d'aller dans un certain sens, quand après le rapport qui m'avait demandé la création de l'agence de l'innovation pour l'agence d'innovation de l'industrie, dont le premier acte du président Sarkozy a été de la supprimer, eh bien, il y avait à ce moment-là le fait que la bonne règle, c'était que l'État n'intervienne pas, que l'État laisse faire le marché, et ensuite, d'un point de vue social, on allait corriger des choses. En un mot, c'était la mise en place en France d'un régime blairiste, et ce régime s'est mis en place essentiellement quand M. Fabius et M. Bérégovoy ont exercé l'un la responsabilité de Premier ministre et l'autre la responsabilité de ministre des Finances. Et tout ça s'est mis en œuvre d'ailleurs d'une façon... le ministère des Finances est entièrement converti et les grandes lignes ont été clairement tracées à l'époque par un homme très brillant, un très bon entrepreneur, M. Jean-Charles Naouri. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les États? Ce qui est très important pour ma part, c'est qu'il y a l'emploi, il y a le commerce extérieur. L'emploi, je pense que c'est très important, mais bien entendu, il y a des politiques peut-être plus faciles que celles pour le commerce extérieur, et l'emploi, ça peut être fait par les services. En revanche, toutes les statistiques de la planète montrent que le commerce extérieur, pour qu'on arrive à ce que une nation arrive à vendre à l'extérieur plus qu'elle ne lui achète, ce qui est très important d'abord pour son existence, pour également sa croissance et pour, bien entendu, son indépendance nationale, le cas échéant, eh bien, il n'y a qu'un moyen, c'est par l'industrie et par l'énergie. L'énergie joue un rôle, évidemment, aussi essentiel. Or, tous les pays du modèle dit industriel commercial étaient ce que les économistes appellent mercantilistes. C'est que pour eux, il était essentiel que la balance du commerce extérieur soit positive et donc il était essentiel pour eux que l'industrie se développe. Voilà. Et donc, je m'inquiétais beaucoup, moi, de voir mon pays se dégrader. Alors, pour résumer assez vite, évidemment, ça signifie qu'il faut faire, pour moi, que la France revienne au modèle industriel commercial. Il faut prendre des mesures pour que la gouvernance d'entreprise soit, entre guillemets, une gouvernance à l'allemande, pour simplifier. Il faut, bien entendu, faire un système d'innovation sur lequel je vais revenir, qui aide à la fois les PMI, mais également qui a une attitude de l'État vis-à-vis des grands groupes. Et enfin, il faut une vraie nouvelle association avec les travailleurs et en particulier les représentants syndicaux, avec un donnant-donnant qui est très simple. Ils sont dans les conseils d'administration, ils participent à la stratégie de l'entreprise à temps complet et eux-mêmes collaborent à sa mise en œuvre. C'est exactement là encore ce que je vois chez Siemens, notamment par l'action du vice-président de Siemens, qui est également le vice-président de Volkswagen, deux entreprises qui, à mes yeux, se portent pas mal. Elles ont un point commun, c'est que leur vice-président, c'est le président de Ligue Métal, M. Hubert, qui joue un rôle, je peux vous dire, absolument essentiel dans la mise en œuvre des stratégies de ces deux maisons. Alors, un paradoxe, et puis je vais dire un mot sur les grandes entreprises industrielles françaises, et puis un mot, si vous me permettez, sur le problème des PME, des ETI et des grands groupes. Pour conclure, le premier point, en effet, d'abord j'ai indiqué donc pour la structure des entreprises. L'industrie française ne va pas mal. Les grands groupes français vont très bien. Et par rapport à la situation épouvantable dans laquelle ils sont arrivés en 1981, s'étant remarquablement restructurés pendant la période où ils étaient nationalisés, car je crois au fond que l'État n'est pas très bon stratège comme actionnaire, mais je crois que l'État est très bien pour laisser les entreprises se restructurer. Eh bien, simplement, les grands leaders français sont dans les métiers que j'appelle dans le livre régionaux, c'est-à-dire des métiers dans lesquels les concurrents sont des gens comme vous.
parce que c'est la nature du métier, comme la distribution, comme la banque de détail. C'est également des métiers dans lesquels le coût de transport, dans le ciment, dans le plâtre, dans la laine de verre, font que les concurrents sont comme vous. Et puis après, métier pays par pays, vous le faites dans beaucoup de pays, mais les concurrents sont comme vous. Moi, d'ailleurs, j'ai vu ça dès il y a 15 ans, à peu près, même un peu plus, et j'ai précipité Saint-Gobain par crainte de ce qu'allait être la concurrence chinoise pour que l'essentiel des métiers de Saint-Gobain, plus de 85%, sont dans ces métiers-là. Et les acquisitions que Saint-Gobain a faites, que ce soit la distribution des matériaux de construction, le plâtre, qui aujourd'hui représente plus de 60% du groupe, ont été faits pour précipiter Saint-Gobain justement dans ces métiers régionaux. Alors le problème, c'est que ces grands groupes français, les Air Liquide, les Saint-Gobain, les Lafarge et bien d'autres, ne servent pas la nation française parce qu'ils n'exportent pas. Et ça vient d'un long malentendu entre l'État et les grands groupes, que je date très longtemps. Peut-être le jour où un grand groupe exportateur a été lâché par l'État sous un gouvernement socialiste, c'est-à-dire le lâchage de Creusot-Loire. Pour ma part, je date de cette décision presque symbolique à mes yeux, que ce soit sous un gouvernement socialiste, qu'on n'a pas fait l'effort de reprendre Creusot-Loire, de lui donner des fonds publics pour lui permettre de repartir et de se redresser. Et qu'on a considéré que ce n'était pas le rôle de l'État de faire ça. Je crois que c'est ce jour-là où, historiquement, la politique industrielle française a basculé vers un bénin neglect. Voilà. En ce qui concerne, encore une fois, le rôle des groupes, je pense que les politiques qu'on est en train de faire, et nous en parlerons tout à l'heure, vers les PME sont excellentes. Il n'y a rien à dire. Je pense que les politiques que l'on fait vis-à-vis de ce qu'on appelle les entreprises moyennes sont excellentes. Et il n'y a non plus rien à dire. Ce qui manque beaucoup dans les programmes, c'est le rapport avec les grands groupes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'une part, il faut les soutenir pour ceux qui sont exportateurs. C'est fondamental. Mais le plus difficile, dont on ne parle jamais, c'est qu'il faudrait refaire un dialogue avec les grands groupes non exportateurs pour leur donner des avantages fiscaux, pour leur donner par une néo-A2I, Agence de l'innovation industrielle, des crédits pour qu'ils prennent des risques nouveaux, pour que eux, qui sont très forts, qui savent faire plein de choses, qui connaissent le monde extérieur, qui connaissent la recherche et développement, soient prêts à développer des métiers nouveaux qui, eux, sont des métiers exportateurs. C'est non seulement ce que j'avais voulu faire dans la A2I, mais c'est le faire encore d'un point de vue fiscal. Quand j'entends dans les programmes qu'il faut aider les PME et taxer les grands groupes, ça n'a pas de sens. Il faut mettre les grands groupes au service de l'État. Les grands groupes, c'est quelque chose qui fait bouger les grands chiffres. Et donc une stratégie faite comme on le croit depuis des années en France sur les PME et même sans doute sur les ETI, étant donné le point de départ, je ne crois pas qu'elle est suffisante. Je crois qu'elle est bonne, mais insuffisante. Voilà les idées principales, résumées relativement rapidement. Bravo. Je me suis efforcé de développer. En effet, merci pour cette rapidité de ce propos d'introduction qui me donne l'occasion de vous passer la parole, Jean-Noël de Galzin. Je rappelle que vous êtes PDG de Walix, qui fait des logiciels de sécurité informatique, et que vous êtes également le vice-président du pôle de compétitivité systématique. Jean-Louis Beffa, finalement, quand il regarde les programmes des différents candidats, dit qu'il ne faut pas oublier les grands groupes. Vous qui représentez plutôt l'univers des PME, est-ce que vous tenez, au contraire, à ce qu'on ait une action plus vigoureuse à l'égard des entrepreneurs de taille humaine et qu'on arrête d'en donner aux grands? On est là pour dire les choses, alors, pas pour être poli. Alors, en fait, globalement, je pense que le livre qui est proposé par Jean-Louis Beffa, comme un article paru récemment où donc 7 grands patrons français sont exprimés dans la tribune des Échos pour essayer d'exprimer la volonté aujourd'hui des grands groupes industriels donc de réindustrialiser la France, d'essayer de faire en sorte que ça se fasse donc avec leur écosystème de fournisseurs, en renégociant le dialogue social avec les partenaires, etc., etc. Je crois que sur tous ces aspects-là, on partage totalement le constat. Et ce qu'il faut dire en premier lieu, ça je le dis à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que membre actif du pôle systématique, où je vois des entrepreneurs autour de moi. Il y a 400 PME dans le pôle systématique, 100 grands groupes.
la recherche de toutes les PME, unanimement, elles appellent à mieux travailler avec les grands groupes. Unanimement. C'est-à-dire, elles sont à la fois intéressées pour travailler avec des grands groupes parce que c'est leurs clients. Elles sont intéressées à travailler avec les grands groupes parce qu'elles ont besoin de travailler sur la notion d'industrialisation de leur production ou de leurs services. Et elles ont besoin des grands groupes parce que lorsqu'elles vont chercher du financement, eh bien, le financier qui va investir chez elles va leur demander quelles sont leurs références, avec qui ils ont su travailler et mettre, on va dire, industrialiser leur modèle, mettre en œuvre leur modèle. Et enfin, parce que la réussite, ce qui fait qu'une entreprise se développe, c'est son chiffre d'affaires sur son territoire lorsqu'elle démarre, c'est son chiffre d'affaires à l'étranger, et que les PME ont besoin des grands groupes pour aller exporter. C'est ce qu'on appelle le chasser en meute, c'est ce qu'on cherche à faire dans un certain nombre de pays, et sur lequel on observe que dès lors qu'il y a un partenariat entre les grands groupes et les PME, eh bien, on arrive à rentrer plus facilement, à trouver les codes pour convaincre des clients étrangers. Donc, je crois qu'on partage à la fois le constat et la nécessité aujourd'hui de faire mieux travailler les acteurs entre eux, les grands groupes et les PME. Il y a une complémentarité évidente. Alors après, là où il y a quand même une réflexion autour de la notion de filière, c'est que je crois que lors des États généraux de l'industrie récemment, ce constat a été très largement partagé. D'ailleurs, il y avait les syndicats présents, les grands groupes, les PME, les financiers, tous les acteurs de l'économie, on va dire, les acteurs publics. Et globalement, ce constat de travail sur les filières était une des voies proposées. Il y a une deuxième voie quand même qui est importante, c'est qu'il y a tout de même tout un tas de nouvelles filières, notamment autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, par exemple. Tout ce qui est lié aux technologies et technologies de la santé, les écotechnologies, dans l'environnement en règle générale, il y a tout un tas de domaines d'excellence dans lesquels aujourd'hui il n'y a pas seulement des marchés compétitifs, mais il y a des parts de marché à prendre. Et il faut savoir en fait si on veut être dans cette compétition. Et pour être dans cette compétition, on a besoin aujourd'hui, on a fait un effort pour bâtir des écosystèmes de l'innovation. Alors c'est le cas des pôles de compétitivité, dans lesquels se ruent les PME, dans lesquels elles travaillent dans des projets collaboratifs avec des grands groupes. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on a envie d'aller plus loin, on a besoin aussi de pouvoir bâtir des stratégies avec des grands groupes qui soient à la fois des clients mais aussi qui nous emmènent sur les marchés internationaux et donc conquérir des parts de marché sur ces nouveaux domaines. Ensuite, juste simplement sur ma question, est-ce que par exemple plusieurs candidats proposent une imposition modulée suivant la taille de l'entreprise, c'est-à-dire en gros de moins d'impôts sur les sociétés pour les petites que pour les grands? Vous êtes pour ou vous êtes contre cette idée? Écoutez, moi d'abord, ce que j'ai entendu, c'est que les petites en payaient plus que les grandes. Bon, ça c'est un point de détail. C'est le taux réel, c'est-à-dire non pas le taux nominal. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après nous, je pense qu'il n'y a aucun patron de PME en réalité qui n'a intérêt à ce que les grands groupes français se développent moins ou se portent mal ou qu'ils soient pénalisés. Aucun patron de PME n'y a intérêt aujourd'hui. Donc, je crois qu'en revanche, si il y a quelque chose, s'il y a une piste à regarder, si on veut absolument essayer de réorienter une partie de l'effort fiscal que fait l'État en faveur des entreprises, il faut que cet effort fiscal soit fléché vers des collaborations entre les différents acteurs de l'économie. Donc c'est le cas dans l'innovation quand on parle de crédit d'impôt recherche, au niveau ou sur le fonds unique interministériel qui est le fonds qui sert à irriguer des grands projets collaboratifs à l'intérieur des pôles de compétitivité. Et je crois que ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est proposer qu'une partie de cet effort du crédit d'impôt recherche soit fléchée sur des projets dans lesquels, les grands groupes et les PME vont collaborer pour créer des nouveaux produits ou des nouveaux services innovants. Donc,
non à la ponction bête et méchante, on va dire, ou à taper sur telle ou telle catégorie acteurs industriels aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de mobiliser toutes les forces et de faire en sorte que toutes ces forces se positionnent sur les nouveaux marchés ou que les grands groupes puissent mieux travailler avec les PME pour créer des écosystèmes locaux, comme ça s'est fait en Allemagne. Patrick Pellata, vous êtes, je le rappelle, conseiller de Carlos Ghosn, le président de Renault-Nissan. Vous étiez, jusqu'il n'y a pas très très longtemps, directeur général de Renault. Je voulais vous interroger sur un des points du livre de Jean-Louis Beffa, mais qui n'a peut-être pas pointé dans son propos d'introduction, qui est l'idée qu'il faut aujourd'hui arrêter de soutenir le consommateur, de défendre le consommateur. C'est un petit peu le rôle qu'aurait la Commission de Bruxelles et les différentes institutions européennes pour enfin s'occuper du producteur. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, je le partage complètement. C'est-à-dire, je partage le constat, je crois qu'on est un certain nombre dans cette salle à dire l'industrie française va mal. Je partage le constat qu'a fait Jean-Louis Beffa sur le fait que l'État français n'a plus de vraie stratégie, c'est-à-dire il oscille, dans le vocabulaire de Jean-Louis Beffa, d'un modèle à l'autre, et produit beaucoup de discours et pas beaucoup d'actes, alors qu'on voit un déclin qui, à l'échelle de l'histoire, est extrêmement inquiétant, très rapide, surtout si on le compare, et on est bien obligé de le faire avec la monnaie unique européenne, à l'Allemagne. La comparaison France-Allemagne sur l'industrie, c'est une comparaison qui fait très très mal. Et quand on fait cette comparaison, on voit que, alors d'abord, l'État allemand est extrêmement cohérent, d'une majorité de gauche à une majorité de droite, d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite. On voit une continuité dans la mise en œuvre d'un vrai plan pour rétablir la compétitivité. En un mot, si vous deviez le résumer, parce que c'est intéressant ça, la cohérence, en général, ça peut se résumer en quelques phrases, et l'incohérence, à contrario, si vous voulez l'illustrer. La cohérence, c'est la cohérence entre ce qu'ils ont fait sur les coûts sociaux associés à la production, ce qu'ils ont fait sur les taxes qui pèsent sur le travail, qu'ils ont fait bouger donc, très significativement. L'agenda de M. Schröder. Et le travail qu'ils ont fait en parallèle avec les syndicats. À l'époque, il faut se rappeler qu'en Allemagne, au milieu des années 90, le problème numéro un, c'était les délocalisations. À l'inverse de la France, l'industrie allemande s'est délocalisée très tôt en Europe centrale. Ça a créé des problèmes politiques et des problèmes sociaux. Ils n'ont pas bloqué les délocalisations, ils les ont affrontées en disant OK sur les composants de base, OK sur ce que disait Jean-Louis Beffa, un certain pourcentage, il est bien nécessaire d'avoir ce pourcentage-là, mais comment on s'organise pour que le reste tienne en Allemagne et tienne bon ? Et ils ont fait là une série de mesures conséquentes. Quand on voit le bilan sur 10 ans, c'est impressionnant. C'est effectivement, ils ont remis alors que la France a continué de taxer le producteur. On a les taxes qui pèsent sur le travail les plus élevées d'Europe, probablement du monde. Donc. Pendant ce temps-là, les Allemands et un certain nombre de pays scandinaves, d'ailleurs, les ont redéplacés vers les consommateurs pour libérer ce poids qui pesait sur les épaules des producteurs et laisser le travail repartir à la hausse. Dans le même temps, ils ont accompagner les délocalisations et pas bloquer les délocalisations. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient déjà très bien depuis longtemps, le travail sur les filières, sur la formation, la collaboration université, centres techniques et entreprises. Ils ont au passage, ils faisaient déjà très bien la recherche dans les entreprises privées, très au-dessus de la France. Ils ont gardé cet avantage-là et je dirais ils l'ont développé. Et en même temps, la recherche publique qui compensait en France cet écart vis-à-vis de... eh bien maintenant, la recherche publique allemande est plus forte que la recherche publique française. J'entends en tout cas en budget dépensé. Je ne m'engage pas sur les résultats. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait le faire. Mesurer. Et enfin, dernier élément sur les PME qu'on vient de discuter. Je regardais juste une statistique là. Entre 2002 et 2007, vous avez 1300 PME du secteur manufacturier qui meurent. Ça fait 3% du parc. Sur la même période, en France, vous en avez 4000, ça fait 15% du parc. Il y en avait plus au départ, il y en a moins qui meurent. On voit bien qu'on ne laisse pas
l'industrie, on n'accompagne pas en France l'industrie sur les fondamentaux. Alors par contre, c'est quoi le rôle de l'État? Là, je ne sais pas si je suis... en tout cas, je n'utilise pas les mêmes mots ou mêmes concepts que Jean-Louis Beffa, mais effectivement, on voit bien un État instable. Pour moi, l'État, il gère les impôts déjà. Dans les impôts, si on taxe, si on est le pays qui en Europe taxe le plus le travail, il faut s'en occuper et c'est urgent. Et je pense que si on s'en occupe seulement, si on change de 1 ou 2 points, on ne va rien changer. On a pris 10 points d'écart sur le coût du travail en 10 ans entre la France et l'Allemagne. Il faut les récupérer vite parce que sinon, il n'y a pas de raison que ce déséquilibre continue de se produire. Ce déséquilibre, j'ai entendu plusieurs économistes dire qu'il était aussi à la base le déséquilibre des balances commerciales qui est quelque part le déséquilibre des compétitivités et aussi à la source du problème structurel de l'euro. Le Nord ne peut pas financer le Sud indéfiniment si le Sud n'a pas la compétitivité qui lui permet d'équilibrer ses balances commerciales. Donc les mesures annoncées par le président de la République, hein, avant qu'il soit candidat sur la CSG et la TVA, juste avant qu'il se déclare à nouveau candidat, pour vous, il n'y a pas la taille critique pour avoir un effet sur la compétitivité? Je pense, que je comprends. Je reprends un mot qui avait été prononcé dans cette salle en introduction ou dans le débat la dernière fois. On a besoin d'un choc. On a besoin d'une rupture. Si on fait des toutes petites évolutions, ça ne va pas suffire. Et encore une fois, là, je rejoins Jean-Louis Beffa. Pour ça, il faut un État, un ministre de l'Industrie et une cohérence autour du ministre de l'Industrie qu'on trouve en Chine, qu'on trouve en Corée, qu'on trouve au Japon. Par hasard, pas par hasard sans doute, je recite les mêmes pays. Mais on a une tare chez nous, on a une tare dans notre pays. Vous qui avez été en contact au moment où Renault était dans une tourmente... lié à la fausse affaire d'espionnage, vous avez l'impression qu'on a en face de nous des responsables politiques qui ont moins de vista que leurs homologues allemands. On est moins intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la période plutôt de la crise, de l'arrivée de la crise en 2008 jusqu'à 2010, je pense qu'on a vu des choses excellentes. La réactivité du gouvernement français face à la crise. Donc là, vous avez vu de la compétence. Oui, et de la réactivité et un alignement rapide. Ouais. Et puis j'ai vu après sur pour moi la suite des états généraux de l'industrie, c'est quelque chose de faible, pas du tout à la hauteur du problème. Jean-Louis Beffa, je vous en prie. Moi, ce qui me frappe en France, c'est que on veut faire plaisir à tout le monde et il n'y a pas de priorité. Ce qui caractérise depuis un certain nombre d'années ce qu'on fait, c'est chaque fois qu'il y a un problème, on le résout. Alors brusquement, les pêcheurs par-ci, alors bon, on fait quelque chose pour les pêcheurs, les agriculteurs sera là, on leur a toujours donné la priorité. Mais premièrement, et tout est véritablement au niveau du sommet des dirigeants et de leur compréhension du monde économique et de la concurrence dans laquelle on est. Il n'y a pas aujourd'hui une compréhension par l'essentiel des responsables politiques, et à mes yeux très largement de droite comme de gauche, de la vraie situation. Si d'abord ils étaient convaincus, sont-ils ou non convaincus, qu'en effet il faut aider le producteur et le consommateur. Nous entendons le président de la République nous dire ça, mais dans tout ce qu'il a fait dans les 5 dernières années, il n'a rendu, ou il n'a laissé faire, que des arbitrages inverses. La TVA restaurateur, 4 milliards. D'une certaine façon même, le crédit impôt recherche. Attendez, la TVA, c'est avantageux pour qui? Mais c'est une catastrophe, la TVA pour les restaurateurs. C'est de l'argent qui est vis-à-vis d'un secteur, entre guillemets, protégé, c'est-à-dire dans lequel, si jamais ça ne se fait pas, eh bien peut-être le consommateur paiera un peu plus cher, ou bien le restaurateur sera un peu moins rentable, mais ça ne va pas changer un pouce du commerce extérieur. D'accord. Pas un pouce. Mais là, c'était pas vraiment pour le consommateur, c'était plutôt pour le prestataire. Ça a été fait, oui, enfin, disons, c'est plutôt pour le prestataire, disons-le, mais en tout cas, c'est une mesure qui n'est rien dans l'axe dont je parle. Faisons autre chose, et j'en avais parlé, je me rappelle très bien, avec M. Pellata. Quand nous allons à Bruxelles pour parler de normes d'environnement, le ministère compétent, M. Borloo, écoute d'abord et avant tout des ONG, les consommateurs, du moins, ils les écoutent largement. Le gouvernement allemand écoute ses industriels. Résultat, quand on a eu des arbitrages
m'excuse, il me semble, sur les normes automobiles, mais je pourrais vous citer 36 autres choses. Nous sommes toujours arbitrés, l'industrie française, contre nous. En tout cas, le gouvernement laisse faire, alors que le gouvernement allemand défend bec et ongle ses industriels. Et si ça, c'est pas la mentalité. Un ministre est beaucoup plus heureux s'il a fait plaisir aux consommateurs, s'il a pu dire qu'il a défendu le consommateur. Un ministre n'est pas heureux de dire qu'il a défendu son industrie dans notre pays. Est-ce que ça, les hommes politiques sont-ils prêts à changer ou non ? J'en suis d'ailleurs pas, je dois vous le dire, totalement sûr. Mais de la démagogie, Jean-Louis Beffa, elle existe aussi chez les responsables politiques allemands. Est-ce que la différence... la démagogie, c'est-à-dire la volonté d'être réélu, c'est assez partagé. Oui, mais est-ce que la différence n'est pas que les consommateurs allemands, les citoyens, beaucoup plus large. sont plus sensibles à l'industrie? Ça démarre, nous le savons tous, à l'éducation nationale. La première chose, moi, que je dis quand je rencontre des syndicalistes CGT, c'est de leur dire, vous avez bien raison de défendre l'industrie, et la CGT très sensible à la fabrique. Mais que font-ils pour que leurs syndicats d'enseignants, CGT, que font-ils ces syndicalistes pour qu'on explique le rôle de l'entreprise? Que font-ils pour qu'on prépare les gens à des filières dans lesquelles il y ait les emplois? Que fait-on pour orienter tout le monde vers des emplois plus scientifiques? Que fait-on? Rien. Il n'y a pas de mobilisation nationale comme en Allemagne pour respecter, ce type de travail, ce type de carrière. Et évidemment, il faut aussi que l'industrie fasse des efforts. Quand on entend, moi je crois par exemple que la formation par alternance est une excellente orientation. Elle est attaquée par beaucoup de syndicats de l'éducation nationale. Il y a donc une culture fondamentalement qu'il y a lieu à changer. Je trouve que cette culture-là, si nous ne la changeons pas, nous allons véritablement... les mêmes ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver. Ils ne se rendent pas compte que jusqu'à présent, un certain nombre de choses ont été, mais c'est terminé. Il y a des dettes limites, il y a une dégradation du commerce extérieur. Ce sont les Allemands qui, par l'euro, font nous fin de mois. Peut-être qu'un jour, ça ne durera pas. Et donc, on va se retrouver véritablement dans une situation extrêmement grave. Je pense qu'il faut maintenant arrêter tous ces éléments-là. Je vais même La France doit choisir. Non, mais encore, je voudrais revenir sur la question des services. Il faut refaire, en effet, l'avantage à l'industrie, même en étant un peu moins favorable aux services. Les services sont très bien, mais d'une certaine façon, ils sont dans le secteur protégé. Et il faut bien sûr faire beaucoup de choses pour qu'ils se développent, mais c'est moins prioritaire que de faire quelque chose pour l'industrie. Si on le veut, il existe aujourd'hui... Il y a une chose dont on ne dit pas, c'est que faire de l'industrie, c'est pas très facile. Si vous êtes un entrepreneur, vous voulez commencer une affaire, c'est beaucoup plus facile de la commencer dans le domaine des services, parce qu'il y a du capital à mettre qui est beaucoup moins élevé. Si vous voulez vous lancer dans une affaire industrielle, il y a des risques. Il y a beaucoup plus de capital à mettre. Que font les banques? Rien. Les banques sont beaucoup plus négatives pour financer de l'industrie que, évidemment, pour aider un peu une affaire de service, etc., etc., etc. Les arbitrages, c'est donc pour le producteur contre le consommateur. Et là-dedans, il y a un criminel absolu qui est la Commission de la concurrence de Bruxelles. La Commission de la concurrence de Bruxelles est le principal fossoyeur de l'industrie européenne. Cette entité nombriliste, qui ne sait pas qu'il existe une planète, qui s'affole de voir une entreprise ayant une position forte en Europe, alors que cette entreprise est un nain, qui empêche des aides dites d'État, en allant regarder jusqu'au dernier carat, alors qu'on voit ce qui se déverse en Chine, quand on voit ce qui se déverse au Japon, c'est criminel. C'est un pays, c'est une Europe qui se lie les mains au nom de quoi ? Au nom d'un consommateur qui sera heureux et qui crèvera parce qu'il n'y aura plus de producteurs. C'est une première chose à changer. Et personne ne veut véritablement, à mes yeux, s'attaquer à cela, qui a été, je dois dire, un véritable un empêcheur de tourner en rond dans 36 domaines. Et nous le voyons encore, enfin dans l'environnement encore, on voit ces espèces d'histoires. Louis Gallois s'est récemment exprimé. Enfin, que signifie d'être prophète avant toute la planète dans le domaine de l'environnement sur les avions? C'est très bien d'être un prophète, mais malheureusement, nous n'avons pas l'argent pour être le seul prophète de la planète. Je crois que si on continue comme ça, eh bien, là encore, on aura été prophète dans le domaine de l'environnement et on va se retrouver sans avoir pu vendre nos avions.
Jean-Noël de Galzin, commentaire. En fait, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion de crédit. On a posé la question de savoir s'il fallait que le crédit d'impôt recherche soit modifié, notamment pour les grands groupes. Je pense que c'est important de conserver le crédit d'impôt recherche, y compris pour les grands groupes, dans la mesure où aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche, c'est une mesure qui permet de rendre notre recherche et développement plus compétitive, plus attractive. Et les grands groupes, ça a d'ailleurs été très bien dit dans votre livre, si la recherche et développement n'est pas favorisée fiscalement, les entreprises mondialisées regarderont là où les forces de R&D sont les plus attractives et ils iront installer leur laboratoire là-bas. Donc je crois que ça, c'est un point important. Après, je voudrais dire que je partage tout à fait votre fighting spirit, on va dire, ou votre esprit conquérant, sur ce qui est d'aller chercher, d'aller mieux défendre notre industrie, aller mieux défendre nos entreprises collectivement en Europe. Je pense que d'une manière générale, on en a besoin. On a notamment en ce moment, il y a un dispositif qui s'appelle la RSE, par exemple, sur lequel il y a peut-être quelque chose à faire pour redonner, pour, on va dire, favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de réciprocité. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment une façon politique de dire une chose qui est importante, c'est qu'on a besoin de consacrer une part des dépenses à la consommation de biens et services locaux, voilà, que l'on a dans nos pays, qui sont compétitifs, qui demandent, ou alors qui, dans le temps, deviendront compétitifs s'ils sont consommés. Je prends l'exemple des PME. Souvent, par exemple, elles ne sont pas compétitives tout simplement parce qu'elles n'ont pas atteint une certaine taille critique. Et pourquoi elles n'ont pas atteint une certaine taille critique dans les services ou dans l'industrie? Eh bien, c'est parce qu'elles ne se sont pas développées. Et pour se développer, elles ont besoin de clients. Et par exemple, je suis très favorable à ce qu'on appelle le Small Business Act, ou qui a été repris par certains candidats, l'European Business Act, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un lien naturel entre la commande et les PME. Ça doit absolument être mis en place. Moi, par exemple, mon entreprise travaille dans la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est un domaine dans lequel il y a à peu près 50 milliards d'euros globalement de chiffre d'affaires dans le monde. Quasiment l'exclusivité du marché est américaine et en Europe, on a un petit peu en Israël et un petit peu un acteur en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a été décrété comme cause nationale, quasiment, que la sécurité informatique serait un besoin vital avec l'explosion des réseaux, la digitalisation des systèmes de tous les services publics et privés, et qu'il fallait protéger cette information, protéger les entreprises contre les fuites industrielles. Et donc, l'État a mis en place des fonds souverains. Il a mis en place une expertise avec ses grandes agences de renseignement économique et ensuite il a réservé une partie des commandes des entreprises vers des PME innovantes qui ont adapté des normes gouvernementales. Dès lors, toutes les entreprises qui se sont lancées aux États-Unis avec l'aide du capital privé ont facilement trouvé des clients, ont attiré des grandes entreprises qui se sont dit, pour se positionner sur ces nouveaux marchés, on va travailler avec des petites entreprises innovantes dans le domaine de la sécurité informatique. Et dès lors, elles ont créé des champions industriels qui sont les leaders de la sécurité informatique mondiale. Et ils ramassent 35-40 milliards d'euros sur ce marché de la sécurité informatique. Donc il y a des domaines stratégiques dans lesquels, quand il y a cette cohésion et qu'il y a ce travail de l'État qui s'associe avec une vision et des moyens, on y arrive. Et juste pour terminer, je voudrais quand même dire un point positif par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait et qui a changé dans les 10 dernières années. Je voudrais quand même reparler des pôles de compétitivité. Aujourd'hui, il y a quand même eu une impulsion qui est bien née d'une volonté politique de mettre en place des écosystèmes dans lesquels naissent aujourd'hui des collaborations entre les différents acteurs de l'économie. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, je prends le cas encore une fois du pôle systématique, 600 partenaires, ça a été créé en 2005. Depuis, l'État a, grâce au Fonds unique interministériel et avec la participation des collectivités locales d'Île-de-France, pu investir en mettant 360 millions d'euros, a permis de générer 1,5 milliard d'euros d'efforts de recherche et développement cumulés, qui est donc bien ensuite
réutilisés par les grandes entreprises et les PME pour fabriquer de nouveaux produits, des nouveaux services qui seront ensuite vendus en France et exportés, eh bien, il y a eu une volonté politique, il y a la mise en place de ces écosystèmes. Il y en a 71 en France. Le pôle systématique est effectivement le plus important, mais il y a 18 pôles mondiaux, par exemple, dans différents domaines industriels. Je crois qu'il y a un début de réussite. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la demande unanime des acteurs qui y sont impliqués aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de la R&D. C'est-à-dire comment est-ce qu'une fois qu'on a créé ces nouveaux produits et services, on va les mettre sur le marché et on va les exporter. Et je crois que là, pour une volonté politique qui serait couplée à une volonté industrielle, quand je parle de volonté industrielle, ça veut dire la volonté des industriels d'y investir autre chose que des forces de R&D, mais aussi des forces, les achats, la volonté stratégique, des experts business qui vont ensuite exploiter ça pour aller créer des nouvelles offres, des nouveaux services. Il y a réellement moyen à bâtir, à faire un cordon, on va dire une courroie de transmission à une véritable politique industrielle. Jean-Louis Beffa, vous aviez créé donc l'A2I, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle a été bizarrement supprimée à peine le président de la République était-il élu. Est-ce que vous avez observé quand même l'essor des... C'est l'inspecteur, c'est le ministère de l'Industrie qui l'a voulu, le ministère des Finances qui a voulu la supprimer, essentiellement. Ah bon. Oui, parce que ce n'était pas conforme à la doctrine du ministère des Finances. Il faut bien voir que le ministère des Finances, dans ses grandes directions, est absolument pour un pur modèle libéral financier, sans intervention de l'État. C'est là, si vous voulez, où j'ai une toute petite nuance. Quand on m'a annoncé la suppression de l'agence de Je n'ai pas pu finir ma question, c'était pour un commentaire aussi sur les Nous pôles de sommes, compétitivité. Mais allez-y. Elle l'a confié à Oseo, en fait. Sur les Elle l'a pôles de confié à Oseo, compétitivité. Bon, on m'a dit, c'est très simple, l'agence d'innovation de l'industrie, ça amène l'État à prendre position, alors que ce sont les entreprises qui doivent décider tout seules. Donc on va faire un crédit impôt recherche et on ne va pas faire ça. Crédit impôt recherche est passé de 2 milliards à 4 milliards largement, en donnant beaucoup d'argent aux sociétés de services, éventuellement au secteur bancaire, au lieu de le concentrer sur l'industrie et l'exportation. Donc c'est pas mal, mais c'est cela. Deuxièmement, je vous ferai remarquer que le crédit impôt recherche n'est pas du tout coopératif. Le crédit impôt recherche, il n'y a aucune demande de coopération par rapport à cela. Contrairement à la 2I, car la 2I, c'était un ensemble. Alors, quand ça se donne dans le cadre de pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité, lui, il est complètement coopératif. Je suis d'accord. Si vous n'avez plus, ce que je veux dire par là, excusez-moi juste de vous couper, oui, si on a plus d'argent, on peut peut-être non, mais si vous ne faites pas de crédit d'impôt recherche, vous ne retenez pas les laboratoires de recherche privés, et si vous ne retenez pas les laboratoires de recherche privés, vous n'avez plus de collaboration. Moi, je ne crois pas que les laboratoires de recherche sont tellement à roulettes pour le vivre. J'aurais mis volontiers le crédit d'impôt recherche pour les grands groupes. Pour les PME, je suis totalement d'accord. Pour les ETI, je suis d'accord. Pour les grands groupes, je trouve qu'il n'y a pas assez de contrepartie demandée. Moi, pour être très sincère, pour les grands groupes, j'aurais mis le crédit impôt recherche plus massif sur l'augmentation de l'effort de recherche. C'était la règle antérieure, voilà, absolument. Et bien sûr, parce que c'est beaucoup plus pratique pour les entreprises. Et quand je fais ça, je dois vous dire que tous mes collègues du MEDEF, à commencer par mon successeur, me disent que j'ai bien tort de dire ce que je dis. Mais je me permets quand même de le dire. Je l'aurais tout ce qui est bon à prendre. Parce qu'évidemment, c'est plus pratique. Je l'aurais mis partiellement sur l'augmentation de l'effort de recherche et partiellement sur des programmes ciblés, car l'A2I était des programmes qui étaient avec un chef de file grand groupe, mais qui étaient associations de laboratoires, associations de PME. Et quand je discute avec des gens pour des programmes qui ont bien marché, j'en cite deux, ce programme de M. Roquette ou le programme de M. Mérieux, pour deux choses qui ont été d'ailleurs dans ce qu'on appelle des ETI, pas des grands groupes, ils me disent que ce programme leur a permis de découvrir les sociétés PME un peu de leur secteur, que ceci a été très bon des deux côtés et que ça a permis de déclencher des coopérations durables. Donc moi, je ne veux pas le supprimer, le crédit impôt recherche. Encore une fois, pour les grands groupes, je l'aurais fait un peu plus sur l'augmentation d'efforts de recherche en laissant les grands groupes, puis j'aurais mis de côté 700 millions pour à nouveau faire de grands programmes ambitieux. L'idée qu'on a dit que tout programme ne dépasserait pas 10 millions, car c'est ça la règle qui a été mise en place, demandée à Oseo, c'est la nouvelle règle. Alors que c'est vrai que j'avais l'ambition de faire des programmes à 100, 200 millions, étant donné notre retard, je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas comprise, sincèrement. En plus, je dois vous le dire, on le sait bien, le crédit impôt recherche, ça permet aux grands groupes d'avoir de l'argent, mais on n'a pas tellement augmenté l'effort de recherche des grands groupes.
On ne l'a pas tellement augmenté. J'aurais préféré qu'on le donne pour quand il l'augmentait. Voilà. Ceci dit, faire ça plutôt que les 2 milliards que l'on met pour soutenir la fabrication d'alcool pour les bagnoles à partir de betteraves, je trouve que c'est mieux. Et par conséquent, je trouve que d'une façon générale, il vaut mieux en mettre pour la recherche que pour la TVA des restaurateurs. Donc d'une façon générale, mais il y a des ordres de priorité. Moi, je crois qu'on est dans un monde maintenant dans lequel la France n'a plus tellement d'argent. Et donc la notion de priorité, la notion de non pas mesure générale, mais la notion de mesure ciblée va être à l'ordre du jour. Et donc il faut que les hommes et femmes politiques aient une idée claire de leurs priorités. Et donc c'est ça, à mon avis, l'enjeu de la campagne. C'est où sont les priorités? Parce qu'une campagne où la réalité, c'est d'essayer, suivant le niveau de hurlement, de faire plaisir à tout le monde à un moment donné. Patrick Pellata, commentaire là-dessus? Oui, sur les biocarburants. Le crédit impôt... non, je suis d'accord avec ça. Ça a été dit. On aurait donné un peu plus pour la recherche automobile que pour la betterave, ça n'aurait pas été plus mal. Oui. Le crédit impôt recherche, je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui. Le crédit impôt recherche et les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jonathan de Galzin, ça marche, quoi. Il y en a, en tout cas, il y en a un certain nombre qui marchent et qui marchent bien, qui nous font découvrir des entreprises, qui font avancer les projets de recherche. Celui de l'automobile Moveo, là, sur la scène, il gère à peu près aussi un peu plus d'1 milliard, 1,2 milliard, ça doit être maintenant, de recherches qui ont été activées grâce au pôle et en coopération avec le pôle connu des entreprises petites, moyennes et évidemment de Renault, PSA et Valeo par exemple. Et le crédit impôt recherche, c'est différent. Le crédit impôt recherche, je pense qu'il y en a besoin pour un groupe comme Renault. On peut délocaliser la recherche, c'est-à-dire un ingénieur, un bureau d'études en Corée. Aujourd'hui, on a 1700-1800 personnes en Corée. On en a 2000 en Roumanie. En Corée, il coûte la moitié et en Roumanie, il coûte à peu près le quart. Tout compris, coût complet. Donc, ça aide à réduire un peu ces... Et il faut voir qu'en face de ça, en Espagne, par exemple, il n'y a pas de crédit impôt recherche, mais nous, tous les projets qu'on a faits, ils ont été financés à 30-40%, c'est-à-dire plus que le crédit impôt recherche. Donc, c'est une affaire de compétitivité qu'il faut réussir à garder pour des industries qui sont exposées. Je rebondis sur les priorités, parce que finalement, le débat qu'on a un petit peu, c'est aussi, est-ce que l'État doit intervenir sur tout ? La réponse est non. Est-ce qu'il doit, quand il fait quelque chose, il doit le faire bien et il doit le faire de façon cohérente, quoi. Je pense qu'on sera assez vite d'accord là-dessus. Après, maintenant, c'est sur quoi il faut agir. Moi, je reprends le point que je disais au départ. 10% d'écart en 10 ans sur le coût complet de la main-d'œuvre en Allemagne et en France, on ne peut pas survivre à ça. L'excédent brut d'exploitation dans l'industrie manufacturière, il a fait un chiffre de 14% entre l'industrie manufacturière allemande et française sur la même période. On ne peut pas résister à ça longtemps, d'où la mortalité des PME et d'où la santé des grands groupes, parce que les grands groupes régionaux vont bien, les grands groupes qui sont exposés dans votre vocabulaire, qui sont sur les métiers globaux. Je vais simplement vous donner un indicateur sur l'automobile, c'est les capitalisations boursières. Alors, un certain nombre de gens vont ricaner en disant que ce n'est pas un très bon indicateur, mais ça indique un peu ce que va être le futur, surtout quand on a des chiffres comme vous allez voir, quoi. Renault, aujourd'hui, c'est la 14e capitalisation boursière de l'automobile. Devant nous, il y a un Indien et un Chinois. PSA, c'est la 26e capitalisation boursière de l'automobile. Et devant PSA, il y a 5 Chinois, 4 Indiens. Le numéro 2 de la moto en Inde, Bajaj, que je connais bien, une très belle entreprise au demeurant, vaut aujourd'hui 2,5 fois la capitalisation boursière de PSA. Ça veut dire des choses, ça. On se fait une illusion, et j'ai entendu un ministre de l'Industrie se faire des illusions en croyant que la restructuration nécessaire d'un certain nombre de filières de l'industrie automobile doit être payée par les grands groupes automobiles. Les grands groupes automobiles en France, ils sont déjà sur les genoux par rapport à la concurrence mondiale. Donc, il faut que l'ensemble de la politique industrielle de l'État, et au premier lieu l'impôt, qui est, je crois, une des choses qu'un État peut pas ne pas traiter correctement, doit être faite par l'État. Donc, il faut démarrer par ça. Évidemment, il y a le support à la recherche, il y a les règles. Jean-Louis Beffa le disait tout à l'heure, l'État français en Europe pèse pas très lourd sur des règles qui impactent énormément l'industrie, surtout si on le compare à l'État français. Or, les lois, les règlements,
c'est bien le rôle de l'État. Il n'y a personne d'autre qui fera ça à la place de l'État. Les grands projets, je pense que les grands projets européens ne marchent pas très bien, sauf dans des domaines probablement comme l'aéronautique, etc. Ailleurs, ça ne marche pas. C'est horriblement compliqué. Comment faire des choses au niveau du pays où on est capable de recréer une dynamique. Je vois la Corée faire ça, je vois le Japon, évidemment les États-Unis faire ça continuellement. On ne voit pas beaucoup la France le faire, et je pense qu'on a des éléments de compétitivité qui sont assez faciles à faire ressortir, à enrichir, pour que ça retombe sur l'industrie française. Quelques mots quand même sur cette question qui vient d'être dite, de l'inefficacité, une fois de plus, de l'Europe dans les programmes de recherche et développement européens, qui est un désastre. Moi, je crois que maintenant, il faut être clair. La situation économique est telle que l'Europe à 27 n'a plus de sens dans le domaine économique dont nous parlons. Elle a un sens d'une zone de libre-échange, elle a un sens bien sûr politique, mais si on veut être sérieux face à ce qui vraiment est vital pour l'entreprise, il faut déclarer qu'il y a une Europe à 2 vitesses. Nous n'avons plus rien à faire avec les principes hérités de ce que les Anglais veulent. Nous n'avons plus rien à voir. La concurrence en anglaise, les éléments qu'ils nous disent sans arrêt, c'est contradictoire avec l'intérêt européen. Il faut d'urgence être d'accord, car je pense pour moi que c'est vraiment la seule voie d'aller vers un noyau dur européen qui comprendra très logiquement, bien sûr, la France et l'Allemagne, avec vraisemblablement des principes généraux de gestion largement empruntés à la rigueur allemande, telle qu'elle est, rigueur d'ailleurs qui est relative et qui est tempérée quand même de beaucoup d'éléments positifs dans le domaine social, avec évidemment l'Espagne, l'Italie, et si vous me permettez, à mes yeux, la Pologne, qui est en train d'être un des États les plus intéressants dans le sérieux, dans la dimension, et bien sûr la République tchèque. Bon, les autres peut-être, mais arrêtons. Il faut mais vous allez plus loin. Vers quelque chose de fédéral. Vous allez plus loin, vous prenez une confédération franco-allemande, non ? Je pense que après ce qui s'est passé, et d'ailleurs, c'est une condition sine qua non de survie de l'euro. Or, l'euro est une condition sine qua non pour que l'Europe existe encore dans le domaine du concert international. La seule vraie question, à mes yeux, c'est est-ce que les Allemands, d'abord, le veulent ? Et je pense que, au fond, on voit aujourd'hui les gens qui sont un peu contre ce qu'on est en train de faire. Qui dit que M. Draghi a tort de faire ce qu'il a fait pour l'Europe ? C'est la Bundesbank. Qui râle ? C'est certainement le contribuable allemand. Au fond, pour moi, ce qui est en train de râler en ce moment, c'est l'Allemagne dans sa phase consommateur. Ce qui est au contraire paniqué, si jamais il y avait la rupture de l'euro, c'est l'Allemagne dans sa phase producteur, c'est-à-dire les patrons, c'est-à-dire les syndicats, etc. En Allemagne, quand il y a cet arbitrage, eh bien, c'est toujours la phase producteur qui gagne. C'est pour ça que je crois que l'Allemagne, tous ceux qui aujourd'hui sont contre ce qui vient d'être fait, y compris la Bundesbank, finira par manger son chapeau. Finira par manger son chapeau, comme elle vient de le faire d'ailleurs dans les derniers 18 mois, morceau par morceau, c'est-à-dire de revenir par rapport à des grands principes. Et c'est cela. Maintenant, après, il va falloir de savoir si nous voulons y aller ou pas y aller. Je pense personnellement qu'on n'a pas beaucoup de choix que d'y aller. Et puis, il va falloir casser le dispositif européen inefficace tel qu'il est. Il va falloir refaire, alors je ne sais pas si on peut le faire à côté ou s'il le faire à la place, mais il va falloir sans doute, à mon avis, le faire à la place. Et ça, ce sont des décisions politiques majeures. On en a assez de savoir qu'il faut passer par la règle de l'unanimité et attendre le 25e référendum de je ne sais quel État, de quel endroit. Nous n'avons plus le temps d'aller à cette vitesse. Et, je termine par là, pourquoi je suis convaincu que ça peut aller comme ça ? C'est parce que quand je vois les grands patrons allemands que j'ai l'honneur de fréquenter, quand ils reviennent de Pékin, tous ils sont pareils. Ils disent c'est épouvantable de se mettre d'accord avec les Français, mais malheureusement on n'a pas de choix. On est condamné de le faire plus ou moins. Alors peut-être que Louis me dira que je suis un peu optimiste et que le franco-allemand, c'est un combat. Mais il a été quand même l'homme qui a su le mieux le faire. Bon, eh bien, je crois que là encore, on n'a plus le choix. Il faut maintenant affirmer que c'est terminé l'Europe à 27 dans le domaine économique. Dans le domaine économique, il n'y a plus de salut que dans une Europe restreinte, beaucoup plus fédérale, ou
confédérale, disons, avec des décisions beaucoup plus étroites, des coordinations plus étroites, qui met au panier la politique de la concurrence britannique, etc., etc. Et que, pour moi, il n'y a pas d'issue si on veut véritablement commencer à faire des efforts à la dimension du problème. Et puis, il faut le faire en continuité. Si la France veut faire ça, il faut faire comme l'Allemagne. Ce sont des principes qu'en Allemagne ne changent pas quand on change de politique. C'est un consensus, et quand on passe du SPD à la CDU, c'est pareil. Et en France, si on veut s'en sortir, il faudra que ce genre de politique fasse l'objet d'un consensus, qu'on soit dirigé par la droite ou par la gauche. Sinon, je pense que nous n'irons que vers une décadence inévitable dans laquelle les Français vont voir leur niveau de vie baisser beaucoup plus vite qu'ils ne le croient. Moi, j'ai quand même l'impression. Jean-Noël de Galzin. Moi, j'ai quand même l'impression que pour en arriver à cette étape-là, qui peut être un modèle, en fait, une vision, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on passe par une cure d'amaigrissement de deux manières. C'est-à-dire que je crois que les Allemands, ils sont dans un État qui est un État fédéral lui-même, hein, avec des régions qui sont très puissantes, ils sont très compétitifs, ils sont les bons élèves de la classe européenne. Après, c'est clair que aujourd'hui, on traverse une phase dans laquelle on a tendance à dire qu'étant donné le déficit de certains pays qu'on a accueillis dans l'Union européenne, on est en train de payer pour les autres alors que nous-mêmes avons un peu de mal à subvenir à nos propres difficultés. Ceci étant, j'ai quand même l'impression qu'il faut que nous-mêmes fassions un effort pour à la fois avoir des régions plus fortes, notamment des régions plus fortes industriellement, avec des vrais champions, des vrais pôles économiques puissants, qui sont puissants sur leur base. Donc c'est là où on retrouve le tissu, le tissu industriel, grands groupes, PME, la participation des collectivités et de l'État, mais une forte décentralisation. Ensuite, un État qui retrouve des marges de manœuvre, parce que pour arriver à faire quelque chose, c'est vrai qu'il faut investir, et pour investir, il faut des moyens que nous n'avons plus. C'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la TVA, enfin le choix entre la production et la consommation, moi je crois que si on fait le choix de la production, quelque part je trouve dommage qu'on le fasse de si petite manière. Alors je me demande si on n'a pas intérêt dans ce cas-là à aller chercher à mettre un peu plus de TVA, effectivement, mais pas 1,6. Faire carrément ce qu'avaient fait les Allemands, par exemple 3%, ou ce qu'ont fait d'autres pays, la Suède 5%, ou des pays comme cela, et qui ont très bien réussi aussi. Et en revanche, faire en sorte que l'argent, la capacité d'investissement qui est ainsi créée, cet appel de financement, puisse être, lui, bien fléché sur justement des grands projets, sur des projets de collaboration, sur un vrai projet industriel. Parce que sinon, eh bien, on va aller effectivement chercher donc 1,6% d'argent. On va gréver, entre guillemets, la consommation pendant un moment, parce qu'effectivement, il est probable qu'à terme, les prix redeviennent compétitifs comme ils étaient avant. Mais on va laisser partir cet argent dans un magma désorganisé. Ensuite, on ne sera pas à même de structurer des grandes filières dans des grandes régions, et un jour où on devra faire un pas de plus vers l'Europe, être, on va dire, au moins dans un schéma d'organisation équivalent à celui de l'Allemagne, qui nous permettrait de faire entre guillemets, un mariage heureux, enfin une association heureuse. Patrick Pelliata, vous êtes travaillé dans une entreprise qui est très regardée à chaque fois qu'elle fait un investissement ou qu'elle décide où elle fabrique. C'est pas toujours un avantage pour vous, j'imagine, mais tout le monde vous regarde. On l'a vu à l'occasion de l'ouverture de l'usine à Tanger tout récemment. Entre les zones low cost et les zones high cost, où là, je crois qu'on retrouvera aussi bien l'Allemagne que la France, comment, en termes de stratégie industrielle, on gère et comment, chez Renault, vous le gérez en ce moment? L'usine de Tanger, qui fait suite à l'usine roumaine de Pitești, qui fait suite à l'usine turque de Bursa, qui, elle, a presque une cinquantaine d'années maintenant, sont des usines sans lesquelles, aujourd'hui, la marque Dacia en Europe n'existerait pas. Le besoin de voitures à ce prix-là, lui, il existe. Si Renault n'avait pas fait ça, ce serait probablement un Coréen, et sans doute demain,
je dirais à coup sûr demain, un Indien ou un Chinois le jour où les capacités de production en Chine seront supérieures à la demande, ce qui ne devrait plus tarder beaucoup maintenant. Et donc, Renault, quand il fait ça, il répond à un besoin sur le marché français, sur tout le marché européen. En même temps, il a une gamme qu'il utilise à l'international et qui lui permet une croissance profitable à l'international, ce que son alter ego français PSA n'a pas réussi à faire de la même manière. Le bilan, c'est une production qui est faite en Europe ou aux marges de l'Europe dans le cadre du Maroc, dans des pays qui ont un solde commercial négatif vis-à-vis de la France, c'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent vis-à-vis de la France. On empêche des Chinois ou des Indiens de le faire plus tard. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Je pense d'ailleurs que c'est la seule bonne stratégie et qu'il y a intérêt à s'y préparer parce que cette réalité des importations venant de Chine et venant d'Inde, ce n'est plus maintenant qu'une question de quelques années pour que ça arrive. Et j'ai fait le calcul pour regarder finalement le bilan économique de ça pour l'économie française, c'est quoi? Ce bilan économique, il est positif. Si on prend la Logan et la Sandero, les deux voitures aujourd'hui, on en importe à peu près 110 000. Les pièces qu'on exporte dans l'ensemble du monde, pas seulement en Roumanie, puisque cette voiture est produite dans une dizaine d'usines maintenant dans le monde, les dépenses de R&D qui sont encore majoritairement françaises pour cette voiture-là, les profits qui sont faits au-delà du renouvellement du programme et qui sont affectés par exemple aux véhicules électriques et les impôts qui sont payés, le solde de tout ça, c'est 500 millions d'euros positifs pour l'économie française, qui ne se voit pas forcément dans les statistiques du commerce extérieur. C'est sur quelle période, ça? Ça, c'est sur une année. C'est sur l'année 2011. D'accord. Ou 2010. Moi, j'ai un trou, ça doit être 2010. Donc, ce que je dis, c'est Renault se fait critiquer sur ce plan-là en faisant son travail d'industriel qui est de répondre à des besoins de façon profitable et en plus en ayant toujours un solde positif sur le pays. Alors ça, c'était pour la stratégie dans les pays low cost. En parallèle, donc, Renault fait en Europe, en France aujourd'hui, je dis l'Europe parce que les usines françaises et espagnoles, et ça date des années 60, sont des usines c'est un ensemble industriel intégré. Donc c'est très difficile de faire la différence entre France et Espagne chez Renault. On le considère plutôt comme un tout. Si on prend cet ensemble-là, on y fait donc la partie haute de la gamme de Renault, on y fait le véhicule utilitaire à 100%. Une partie était faite chez General Motors en Angleterre et chez Nissan à Barcelone. C'est réintégré. Je crois qu'on est un des rares grands industriels de l'automobile à réintégrer les productions en France en ramenant ça dans l'usine de Sandville au Havre. On y fait les moteurs haut de gamme. Et là, la coopération qui marche très bien avec Daimler fait qu'une grande partie de ces moteurs maintenant vont déjà chez Nissan et sa marque Infiniti, mais vont aller bientôt chez Daimler. Et enfin, on y fait le véhicule électrique parce que la proximité entre les bureaux d'études de la région parisienne et l'usine de Flins est capitale pour réussir ce défi-là, ainsi que l'usine de Cléon en Normandie pour faire le moteur électrique. Donc tout ça, c'est une stratégie où finalement on essaie de faire, là où il y a beaucoup de valeur ajoutée et plus de profit, eh bien, on peut se permettre d'avoir un coût du travail plus élevé. Sur le reste, le coût du travail en Roumanie et au Maroc, c'est entre 3 et 4 euros de l'heure. Le coût du travail complet dans l'usine de Flins ou de Sandouville ou de Douai, on est un petit peu en dessous de 30 euros de l'heure. Donc, ça ne tient pas. Donc, plus il y aura des ventes de voitures Renault haut de gamme, mieux ce sera pour le site France, c'est ça? Certes, mais c'est ça la stratégie que Renault, et c'est pas, vous le dites vous-même dans un article que j'ai lu, c'est parce qu'elle avait parfaitement réussi pendant un certain nombre d'années antérieures. Renault a raté. Y a-t-il un espoir? Est-ce que c'est rattrapable? Oui, Renault a raté son haut de gamme. Excellente question de Jean-Louis Beffard. Il ne faut pas, comment dire, quand on dit qu'il faut aller vers le haut de gamme, moi ça me fait toujours frémir. Le prix moyen d'une voiture en Europe baisse depuis 2005. Il baissait déjà, il grandissait à peine un petit peu jusqu'à 2007 et depuis évidemment... Pour des voitures de plus en plus équipées. Pour des voitures de plus en plus équipées. Et là-dedans, l'essentiel une grande partie de la hausse vient en fait des réglementations
qui s'additionnent sur ce... Donc on peut dire que ce qui n'est pas contraint dans le prix d'une automobile est en train de baisser. Donc la montée en gamme, c'est quelque part, c'est pas une solution pour tout le monde en tout cas. Alors c'est peut-être une solution pour quelques happy few, mais par contre la différenciation technologique, ça peut être une solution. Et Dacia, d'une certaine manière, c'est une différenciation en partie technologique, en partie par le business model. Et l'électrique le également, business de distribution, et bien sûr le véhicule électrique également. La voiture compacte, quelque part, c'est une spécialisation française qui, je pense, a de l'avenir pour peu qu'on arrive à garder ces deux groupes à peu près en bonne santé. Bon, on aurait pu faire 1 heure sur ce thème-là, mais on va passer maintenant aux questions de la salle, parce que c'est important et intéressant d'avoir vos propres interrogations et d'essayer d'y répondre. Bonsoir monsieur, si vous voulez bien vous présenter à chaque fois avant de poser votre question, ce serait parfait. Je m'appelle Claude Rivlin, je suis professeur de gestion à l'École des Mines et je voudrais relever vigoureusement un aspect de l'excellent ouvrage de Beffa qui n'a été mentionné par personne à la tribune. Et ce silence me paraît dramatiquement significatif. Il s'agit de l'art de vivre. Je milite avec vigueur depuis quelque temps sur le fait que la France est numéro 1 mondial d'un certain nombre d'activités qui relèvent de ce domaine, que ça crée beaucoup d'emplois et que ça rapporte beaucoup d'argent, notamment à l'exportation, et que personne ne s'en occupe au niveau politique. Sachez par exemple que la France est la première destination mondiale du tourisme. Il n'y a pas un seul fonctionnaire au gouvernement qui a la tutelle du tourisme. Or, il y a des efforts considérables à faire, extrêmement rentables. La Tunisie a fait un choix tout à fait différent et le gouvernement s'est vigoureusement investi dans les stations balnéaires qui rapportent un argent fou. Nous sommes numéro 1 mondial du luxe, nous sommes numéro 1 mondial de la haute couture, numéro 1 mondial des cosmétiques. Personne ne s'en occupe. Je sais que je recueille l'approbation générale de cette salle qui pousse un gros soupir dans sa tête et dit « il n'y a qu'un, faudrait qu'on, ça serait bien si ». Mais il y a une espèce de névrose qui fait qu'on n'en parle pas à cette tribune. Jean-Louis Beffa a eu le courage d'en parler dans son livre, mais qu'au niveau politique, dans le débat actuel des élections, pas un seul homme politique n'en a parlé. Or, nous sommes là dans un avantage compétitif français indiscutable, qui tient simplement à notre géographie. La France est une terre bénie des dieux, que tout le monde veut y habiter, que nous produisons des produits, du vin, des fromages, etc., qui sont achetés par la terre entière, et nous nous faisons dévorer. 2 symptômes, outre le fait qu'il n'y a plus de tutelle du tourisme, qui a été mollement délégué aux collectivités locales, c'est-à-dire à personne, et d'autre part, il y a des métiers de haute qualification chez les artisans, par exemple les orfèvres, je l'ai vu de mes yeux, où il n'y a plus une seule formation d'orfèvre. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on gagnerait énormément d'argent, on créerait énormément de produits qui vont nous être volés par nos déplorables concurrents. Alors, une réponse peut-être de Jean-Noël de Galzin. Merci beaucoup. Alors non, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact. On a la chance d'être dans un pays extraordinaire. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que, par exemple, certaines dispositions aujourd'hui fiscales qui pourraient effrayer certains vont être tempérées par le fait que c'est une chance de pouvoir habiter en France et que les gens vont rester parce qu'ils aimeront habiter en France. Indépendamment de ça, je pense qu'il y a autre chose en France qui est un atout. Ça a été effleuré avec ce qu'a dit M. Pellata au sujet de l'investissement qui a été fait au Maroc. Typiquement, aujourd'hui, si cet investissement a été fait, c'est aussi peut-être parce que c'est le sens de l'histoire et de l'histoire en France. Il faut regarder pourquoi ça a été fait. On parle de compétitivité pour être capable de se positionner sur des nouveaux produits automobiles, des produits d'avenir automobile. Bon, moi, je reviens encore une fois à ce qu'on fait, par exemple, dans le domaine du logiciel ou dans les nouvelles technologies, dans le domaine des télécoms. Aujourd'hui, on a, ou les systèmes embarqués, on a un énorme besoin de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui, besoin d'ingénieurs, et on n'en produit pas suffisamment. On a besoin d'ingénieurs système, on a besoin d'ingénieurs sécurité, réseau, etc. Eh bien, typiquement, je pense qu'on aurait sans doute un intérêt à tirer du fait qu'on a un rapport privilégié avec des pays africains, avec des pays maghrébins aujourd'hui, avec lesquels on a eu toute une histoire en commun, sur lequel on a tourné la page, pour partie en tous les cas, et aujourd'hui on peut bâtir l'avenir en ayant la chance de parler la même langue. Donc je pense que là, on a quelque chose, un avantage compétitif à tirer,
Nous, par exemple, dans le pôle systématique, on est en train d'organiser aujourd'hui des missions au Maroc, en Tunisie, pour essayer d'aller emmener des PME et des grands groupes d'ailleurs dans des missions. La prochaine mission aura lieu au mois de mai. Il y a 20 PME qui vont partir et on va aller rencontrer l'écosystème tunisien, les gens qui travaillent dans les nouvelles technologies, des écoles d'ingénieurs, des entreprises installées sur place et voir comment est-ce qu'on peut bâtir un partenariat. Et donc je pense que ça aussi, c'est une chance que l'on a, un atout dont on n'a pas complètement tiré parti et qui nous redonnerait une force, comme les Allemands ont su le faire, par exemple en travaillant avec les pays de l'Est, comme les Californiens, les Américains ont su le faire en travaillant avec l'Inde, eh bien peut-être que nous, on gagnerait à travailler avec le Maghreb. Quelques mots, si vous voulez, sur l'art de vivre, puisqu'en effet, j'en fais l'avantage compétitif de la France dans mon livre. Bon, d'abord, plusieurs nuances. Ce n'est pas que les paysages. Il y a également une action extraordinaire de conservation. Il suffit de voir les côtes françaises de Bretagne par rapport aux côtes espagnoles et aux côtes italiennes, qui ont été bousillées, il faut bien le dire. Donc il y a une action de l'état de préservation. Deuxièmement, l'art de vivre, c'est un triptyque à mes yeux. C'est le paysage, c'est évidemment la culture. Il n'y a pas de pays dans lequel l'offre culturelle est aussi grande. Il y a 5 opéras à Paris, il y a le plus grand nombre de cinémas, il y a le plus grand nombre de théâtres. Chaque ville de France a presque un festival l'été. C'est énorme. Et ce n'est pas une culture élitiste. C'est une culture profondément populaire. Et d'ailleurs, je lis le goût des Français pour avoir peu d'heures de travail à la faculté de devoir profiter de l'art de vivre. Voilà. Alors, je ne me suis pas interrogé de savoir si la natalité étonnante des Français est aussi liée culturellement à l'art de vivre. Ça sera un bon sujet de travail pour la fabrique de recherche. Je le soupçonne un peu. Enfin, là, notre liste, évidemment, le bien manger. Le bien manger. Maintenant, quelles sont les industries derrière? Il y en a 3 à peu près. Il y a d'une part le tourisme, il y a d'autre part l'agroalimentaire, il y a d'autre part le luxe. 3 trucs où nous sommes bien, mais avec des dangers. Dans le luxe, qu'y a-t-il? Le danger, c'est que nous gardions le logiciel comme Apple, mais que la fabrication soit de plus en plus délocalisée. Et donc, il faut voir la partie de valeur ajoutée qu'on peut garder. À ce moment-là, on tombe sur l'artisanat. En effet, former davantage au métier d'artisan, voire les automatisations qu'on peut faire partiellement. Mais il y a donc quelque chose à faire sur le maintien des emplois de luxe. Ce serait en effet une des premières priorités, parce que les ventes, on est sûr de les avoir. Mais quelle est la partie de la production de la valeur ajoutée qu'on peut maintenir en France? Ce serait un programme fondamental à discuter. Bien. Deuxièmement, le tourisme. Quelle est la cible? Elle est très claire, elle est bien connue. Ce sont les riches chinois. Les riches chinois à la grande signe. Palace parisien, 3 grands palaces récemment, fait par qui? Pas un seul groupe français d'ailleurs en l'occurrence. Shangri-La, Mandarin Oriental, Raffles. Voilà les 3 grands palaces de Paris. Fait par... Les 3 nouveaux grands palaces de Paris. Nouveaux grands palaces de Paris, c'est extrêmement clair. Bien, savez-vous que le nombre d'hôtels en France diminue? Il n'y a pas de politique pour faciliter ça. Alors qu'à l'évidence, comme vient de le dire le professeur Yveline, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et dans l'agroalimentaire, où il y a de très bons groupes, il y en a quelques-uns, c'est quand même beaucoup porté par un système coopératif agricole dans lequel la dimension marketing internationale serait à renforcer considérablement. Et donc, je pense en effet qu'une réflexion sur ce que l'on peut faire pour aider ces 3 filières est quelque chose d'absolument fondamental. Mais il y a 2 choses qui, en France, seraient... tout pays, comme toute entreprise qui se redresse, doit d'abord travailler ses points forts plutôt que de tenter désespérément de se battre sur des causes qui, de toute façon, vont être perdues après avoir dépensé quelques millions de plus. Bien. Donc, il vaut mieux se battre, en effet, sur ces éléments-là. Et puis, n'oublions pas le problème de l'énergie. L'énergie. La politique qu'on a faite sur le gaz de schiste est une politique obscurantiste. Le gaz de schiste est quelque chose qui est un miracle géologique français. Bien sûr, il fallait faire un moratoire parce que c'est certain qu'il y a des garanties à donner qui sans doute n'existaient pas. On a effrayé les Français en plus en ne montrant pas les installations récentes, les meilleures du point de vue de l'environnement, mais qu'aurait signifié un programme sérieux de recherche et développement pour voir si on pouvait exploiter le gaz de schiste d'une façon par recyclage, dans lequel on ne fait pas beaucoup de puits, dans lequel on n'apporte pas des tonnes d'eau, dans lequel on ne... Moi, j'étudie cette chose-là de façon vraiment en
essayant d'avoir les meilleures informations. Le fait que le Parlement ait fait un moratoire, je l'admets tout à fait, comme l'a fait l'État de New York d'ailleurs, mais le fait qu'on n'ait pas accompagné ça d'un programme de recherche et développement par rapport à l'effort minime qu'il faudrait faire par rapport à ce qu'on a fait sur le nucléaire, et d'un obscurantisme dont je signale que ça a été voté à l'unanimité de la droite et de la gauche. On ne comprend pas ça. On ne comprend pas. Nous avons tellement peu de choses. Le gaz de schiste, c'est 25 milliards possibles de gains sur le commerce extérieur. Sous nos pieds. Mais ça reviendra. Il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus bref, parce qu'en 20 minutes, on n'a pris qu'une question. Patrick Pellata, peut-être juste, vous vouliez faire une courte... Non, je voulais juste rappeler une donnée, c'est que je suis d'accord hein, sur l'art de vivre, etc. Ouais. C'est un avantage compétitif. Les voitures à vivre. Potentiel, parce que l'agroalimentaire, dans les branches de l'INSEE, l'agroalimentaire, sur les dernières statistiques que j'ai vues, perd sur 10 ans, perd des parts de marché dans le monde. Notamment face aux Allemands. Les problèmes, Allemands, en particulier, c'est que le prix du lait français est environ 30% de prix du lait allemand. Avec ça, le fromage français est moins compétitif. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans le tableau, c'est qu'on voyait que toutes les branches industrielles sont dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de spécialisation qui ne sont pas assez, sur lesquels on ne fait pas du très bon travail, mais on a aussi des problèmes généraux qu'il faut absolument traiter et rapidement. Il faut qu'on s'habitue à faire des réponses courtes pour pouvoir avoir plusieurs interventions, si vous en êtes d'accord. Louis Gallois, vous avez une question. Je voulais faire 3 ou 4 remarques qui ont été dites dans le débat. La première sur grands groupes et PME. Je pense qu'on constate un certain mûrissement de cette question et que l'opposition, les grands groupes apatrides et les PME qui doivent bénéficier de tous les soins, cette distinction est en train de progressivement s'estomper. On travaille beaucoup plus et je pense que les pôles de compétitivité y ont beaucoup aidé, que les investissements d'avenir y ont beaucoup aidé. On travaille beaucoup plus sur la manière de faire travailler les grands groupes et les PME. Les grands groupes ne créeront plus d'emplois en France. Les grands groupes vont beaucoup investir à l'étranger, mais ils peuvent avoir une responsabilité dans la mobilisation du tissu industriel des PME en France. Ça, c'est ma première remarque. Seconde remarque, je partage totalement l'avis de Jean-Louis Beffa. Ce qui caractérise l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle. Mais la priorité de toutes les politiques, c'est la compétitivité industrielle. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils adoptent une mesure, ils se posent la question de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour la compétitivité industrielle. Et je pense que ça, c'est-à-dire qu'ils avancent les yeux ouverts. Même quand ils arrêtent les centrales nucléaires, on a eu l'occasion de l'entendre de la part du responsable du programme d'arrêt des centrales nucléaires, même quand ils arrêtent les centrales nucléaires, ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça n'impacte pas la compétitivité industrielle de l'Allemagne. C'est la question qui se pose en même temps qu'ils arrêtent le programme. Le troisième élément, c'est le choc de compétitivité. Je reprends ce que disait M. Pellata. Moi, je pense que la mesure qui a été adoptée par le président de la République juste avant la campagne électorale de transférer 13 milliards sur du coût du travail sur la TVA est une mesure qui impacte peu l'industrie. On peut considérer que le transfert concernant l'industrie porte sur 3 milliards. 3,5 milliards parce qu'on a ciblé les bas salaires, que l'industrie ne paye pas les bas salaires. Bien sûr. Donc je pense que là, il faut regarder ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le choc de compétitivité, ça veut dire c'est remettre les marges des entreprises, au moins des entreprises intermédiaires, à un niveau qui leur permet de se passer des banques pour investir. Parce qu'il faut savoir que les banques ne supporteront plus le tissu industriel dans les prochaines années parce qu'elles vont être dans un système de régulation qui ne leur permettra plus d'être le créancier de l'industrie. Je pense que ça, c'est une évolution absolument majeure. Donc je pense que le choc de compétitivité, c'est 20 à 40 milliards. Ce qui veut dire une profonde réforme de notre fiscalité, sinon ça ne sera pas admis. Il faut que ça soit inscrit dans une profonde réforme de notre fiscalité. Qui est capable de faire ça en France? Ça, c'est la question. Et le dernier point, c'est que pour faire tout ça, il y a 2 conditions. Il faut un État organisé pour cela. Je veux être désagréable avec personne, mais le ministère de l'Industrie, actuellement,
n'est pas en mesure de faire ça. Il n'est plus équipé pour cela. Il n'a plus les experts pour cela, s'il ne les a jamais eus. Il faut reconstituer une capacité technique et surtout un rapport de force à l'intérieur du gouvernement qui permette à ce dit ministre de faire face au ministre de l'économie, qui est quand même dans ce domaine celui qui a toujours le dernier mot. Et je pense que rebâtir ce rapport de force est intéressant. J'écoutais Jean-Louis Beffa sur la 2I. Moi, je me souviens du fonds industriel de modernisation. Le directeur du Trésor de l'époque, Daniel Lebègue, m'a dit ce fonds industriel de modernisation était à disposition du ministère de l'Industrie. Daniel Lebègue m'a dit je ne me suis jamais levé le matin sans penser qu'il fallait tuer ce fonds parce qu'il ne relevait pas du ministère de l'économie. C'est quand même extraordinaire. Et Daniel Lebègue est un ami. Le deuxième élément, c'est qu'il faut trouver des enceintes où on puisse dialoguer. Il faut qu'on retrouve ce que le commissariat au plan avait apporté en termes de capacité de dialogue. Je ne dis pas qu'il faut refaire un plan comme on le faisait au moment de la reconstruction du pays, mais il faut que nous soyons capables de reconstruire des lieux de dialogue où les forces sociales, c'est-à-dire les entreprises et les partenaires sociaux, puissent dialoguer, comme ils doivent le faire dans les entreprises. Et là, je suis entièrement d'accord avec Jean-Louis Beffa sur ce qu'il a proposé. Je pense que ces lieux de dialogue nous manquent. Un mot, Jean-Noël de Galzin, très, oui, très non, mais bref. j'avais juste une observation pour dire que sur la DGCI, aujourd'hui, il y a quand même un organisme qui s'appelle la DGCIS sur lequel il y a pas mal d'expertise. Il y a des experts. En revanche, c'est vrai que là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il faut redonner sa légitimité au ministère de l'Industrie. C'est-à-dire que c'est pas en dernier ressort, on dit oui ou non en fonction d'impératifs exclusivement financiers. Voilà. Et c'est ce qu'on observe parce qu'il y a des grands projets, les IED, les IDEX, autour des IRT, autour de tout ce qui se crée autour des pôles de compétitivité, tout un tas de grands projets. Investissements d'avenir. Voilà. Après, il y a encore de l'argent à investir dans les investissements d'avenir, mais je suis d'accord, il faut absolument redonner à l'industrie un poids beaucoup plus important dans ses choix, tout simplement. Nouvelle question. Monsieur Gillier, que je reconnais. Si vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous ont pas reconnu. Dominique Gillier, métallurgie CFDT, ancien salarié de Creuse-de-Loire. J'ai deux questions. La première, au début de votre propos, M. Beffa, vous avez évoqué la gouvernance des entreprises et, selon vous, la nécessaire présence d'administrateurs salariés au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, idée que je partage complètement. On a malheureusement une faible expérience en France en la matière. Il a fallu les nationalisations des années 80 pour expérimenter à une échelle satisfaisante cette présence. Or, aujourd'hui, il y a très peu d'administrateurs salariés. On a fait beaucoup de progrès grâce à ça sur la capacité à avoir un dialogue de confiance avec les dirigeants d'entreprise, ce qui est très rare en France, ou alors il faut que ce soit confidentiel et secret, mais à travers cette présence, on y était parvenu. La difficulté, c'est que ça restait une présence très accessoire. Alors ma première question, c'est d'abord, selon vous, quelle devrait être la voie pour réinstaurer ou instaurer une présence du représentant du personnel dans les conseils d'administration et dans quelle proportion? Vous avez pris l'exemple de l'Allemagne. Bon, vous savez qu'elle est extrêmement conséquente. C'est dans mon texte. J'ai une deuxième question. Elle sera plus courte. On répondra vite. Vous avez beaucoup parlé du rôle de l'État central. Moi, je suis frappé, quand on rencontre notamment des présidents de région, de découvrir combien il y a chez ces gens-là un intérêt pour l'industrie et une volonté de faire. Beaucoup plus que quand on rencontre des hauts fonctionnaires, voire même des représentants politiques au niveau national. Alors, selon vous, quelle place on pourrait faire dans une, entre guillemets, restauration de l'industrie en France à ce niveau régional, puisque vous avez parlé de l'Europe et vous avez parlé de l'État. Bien sûr. Je vais répondre donc aux deux. La première, c'est très vite, c'est une loi le rendant obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la limite facultatif. Et il faudra définir d'ailleurs quel sera le collège électoral.
Parce que est-ce que c'est que les Français? Est-ce que c'est les Français et les Européens? Bon, là, il faudra trancher. Et pour moi, c'est un tiers du Conseil. Un tiers du Conseil, avec un cadre notamment, sans doute, suivant la tradition française, et d'ailleurs la tradition allemande aussi. Et c'est un tiers du Conseil, et c'est une loi, tout simplement. Une loi qui dit, à partir d'une certaine taille, toute entreprise cotée devra avoir, point final, une loi. Très simple. Donc vous réserveriez la mesure aux sociétés cotées, hein? Aux sociétés cotées, oui, parce que de toute façon, dans les autres, c'est autre. Disons ce point-là, coté ou pas coté, mais le rôle est obligatoirement pas le même, parce que le conseil d'une société non cotée, par nature même, il est fermé. Il n'y a pas les administrateurs indépendants, il y a toute une série de choses différentes. Donc l'impact sera plus grand. Mais d'une façon générale, je pense qu'à partir d'une certaine taille, il faudrait le faire, qu'elle soit cotée ou pas cotée. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est sur la région. Sur les régions. Écoutez, moi, je suis totalement d'accord. Hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très bonne compréhension des problèmes des PME et des ETI par les régions. Il y a une beaucoup moins grande connaissance, notamment dans les grands groupes. Hein. Les grands groupes ne parlent pas aux hommes politiques, désormais, parce que l'homme politique est élu par une circonscription, dans le cadre, à la limite, d'une région. Et par conséquent, il ne se cause pas, parce qu'il y a un peu de raison. Dans beaucoup de groupes industriels français, notamment de métiers régionaux, la France, c'est 13%. Et un certain nombre de collègues ont décidé, même un notoire et important et talentueux, d'aller s'installer à Hong Kong. C'est un symbole. Bien. Parce que la France, c'est 13%. Vous faites référence au groupe Schneider. Chez lui, oui, c'est Tricouart, qui est un remarquable gestionnaire. Mais la France fait 8% dans son chiffre d'affaires. Donc je sens indiscutablement, avec la mondialisation de tous nos groupes, et notamment quand le métier est régional, on commence à se détacher. Et c'est réciproque du point de vue des hommes politiques. Les hommes politiques ne dialoguent plus du tout avec les grands groupes, sauf ceux qui viennent les voir pour qu'on vienne les aider à vendre des avions, à vendre des N'y aurait-il pas un genre de mépris mutuel, par hasard, entre les uns et les autres? Non, il n'y a pas un mépris, il y a une méfiance absolue des deux côtés. Il y a une méfiance absolue. D'ailleurs, moi, je crois fondamentalement que si un certain nombre de groupes ont orienté même leur stratégie pour dans des métiers, entre guillemets, régionaux, c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance, comme l'industrie allemande, de pouvoir s'appuyer sur les gouvernements. Il y a là une espèce d'effet progressif, d'une certaine façon. Je pense que nous payons très très cher ce grand malentendu d'une industrie mal aimée. Nous le payons très cher psychologiquement, à mon avis. Donc je suis d'accord avec vous, je suis d'accord sur la région, mais ça me paraît insuffisant. Il y a une étape nationale qui doit quand même exister. Mais la façon dont les présidents de région apprennent de plus en plus, dialoguent de plus en plus, soutiennent leur pôle de compétitivité, connaissent parfaitement ce qui se fait, ce sont des progrès considérables des 5 dernières années. Les 5 dernières années, la structuration par pôle de compétitivité a en plus entraîné une connaissance par les présidents de région des réalités industrielles qui va totalement dans le bon sens. Absolument. Simplement, je dis, il manque l'échelon national. C'est tout. Une question, monsieur. Si vous voulez donner un micro à monsieur au deuxième rang devant moi, qui lève la main depuis le début. Monsieur Berry. Michel Berry, École de Paris. On a parlé de choc qu'il faudrait faire pour soutenir l'industrie. Je crois que c'est Schumpeter qui disait que le grand problème des démocraties pour mener des politiques industrielles, c'est que les électeurs consommateurs sont beaucoup plus nombreux que les électeurs producteurs, ce qui évidemment ne facilite pas les choses pour les décideurs politiques. Notamment les retraités. Et d'ailleurs, les exemples allemands ou d'Europe du Nord montrent qu'à chaque fois qu'il y a eu des politiques courageuses et vertueuses, l'homme politique qui a été l'artisan a sacrifié sa carrière politique. Donc il faut qu'on vote pour le prochain candidat qui a le goût du sacrifice. Et en plus, en France, la difficulté est augmentée par les préventions contre l'industrie, mais surtout le fait qu'en Allemagne, il y a un mot qui mobilise les gens, c'est compétitivité, et le mot qu'on entend sans cesse en France, c'est pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que c'est encore plus difficile. Donc le mot pouvoir d'achat est un mot magique en France, le mot compétitivité est un mot magique en Allemagne. Et évidemment, donc, l'obstacle est encore plus grand, le sacrifice sera encore plus grand, à moins qu'il y ait des efforts considérables d'éducation, de formation, c'est certainement un enjeu pour la fabrique, pour faire comprendre que la nature des enjeux et le fait que privilégier le pouvoir d'achat à court terme, c'est certainement sacrifier à long terme. Mais ça ne saute pas aux yeux de l'électeur ordinaire. Je n'ai pas, moi, la conviction absolue que les citoyens allemands soient aussi indifférents à leur problème de pouvoir d'achat, qu'ils soient aussi consensuels
par rapport aux efforts nationaux qui ont été faits. On a fait une séance il y a quelque temps avec le président de Bosch France. Oui. Il expliquait bien qu'en Allemagne, comme l'a dit Jean-Louis Beffa, le mot compétitivité était un mot qui suscitait l'attention. Bien sûr, le consommateur est quand même allemand et a aussi ses exigences. Mais c'est bien plus difficile en France, où le seul mot dont on entend parler à la campagne, c'est le pouvoir d'achat. Monsieur Clossat. Guillaume Clossat, je préside le think tank Europa Nova et puis je pilote la mission Innovation et Production dans ce qui reste de ministère de l'Industrie. Je reviens d'un voyage aux États-Unis, d'une mission justement sur ces sujets-là. Et il y a un certain nombre de projets américains qui me paraissent intéressants sur lesquels j'aimerais avoir vos réactions. En gros, les Américains se disent il faut qu'on change les fondamentaux de notre compétitivité industrielle et on va développer ce qu'ils appellent de nouveaux commons, c'est-à-dire de nouveaux fondamentaux. Première action, mettre en place ce qu'ils appellent l'Advanced Manufacturing Plan, c'est des nouveaux processus, des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés pour l'ensemble des entreprises américaines, pour qu'elles construisent, qu'elles produisent de manière radicalement différente et qu'elles aient un nouvel avantage de compétitivité. Deuxième réflexion, le consommateur, qu'il soit B2B ou le client final, a développé de nouvelles interactions avec l'entreprise. Donc il faut mettre les nouvelles technologies au cœur du modèle et au cœur de la compétitivité industrielle, ce qu'on a beaucoup de mal à faire en France. Donc, deuxième préoccupation américaine. Troisième préoccupation américaine, c'est des profs de Harvard qui travaillent là-dessus. Ils se sont rendus compte que l'Amérique avait un levier industriel quand elle avait un projet politique clair. En gros, marcher sur la Lune, faire la guerre des étoiles, avoir une nouvelle frontière de l'information, parce que ça soulevait, ça mobilisait l'ensemble de la société américaine. Et ça avait un impact sur les formations, sur la culture, ça avait une dynamique collective. Donc ils s'interrogent sur le prochain projet, le prochain grand projet collectif américain. Et puis, quatrième élément, ils se disent, et là il y a des travaux pilotes menés par le MIT au niveau mondial, la vérité c'est qu'avec la mondialisation qui s'accélère, eh bien, il faut changer, il faut être capable de changer de métier. Et ça, c'est aussi bien valable pour les hommes que pour les entreprises. Et donc, ils étudient les mutations rapides de business model d'entreprises avec les mêmes individus. Et comment on monte en compétences, et comment on change de métier, et comment on va vers la valeur. Donc voilà 4 préoccupations du modèle américain sur le renouveau industriel. Et je trouve que ces préoccupations, elles sont complètement inexistantes, en tout cas pas suffisamment présentes en Europe. Et je voulais avoir vos réactions dessus. 2 autres commentaires. Le modèle dont il parle, c'est le modèle allemand, mais n'oubliez pas que le modèle allemand décline directement du modèle scandinave. Et le modèle scandinave, en tout cas c'est ce qu'ils disent et ce que disent les Allemands. Et le modèle scandinave est en train d'imaginer comment il sera dans 10 ou 15 ans. Donc il y a des travaux qui sont faits sur la mutation de ces modèles parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront plus adaptés dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Voilà, donc je voulais avoir vos réactions sur tout ça, ce qui nous amène à quelque chose de plus dynamique, parce que j'ai l'impression que le monde va beaucoup plus vite. Oui. Et voilà. Alors, une réponse peut-être de Jean-Louis Beffa, qui est la vedette d'aujourd'hui, quand même, avec son livre. Alors, le modèle américain. Je vais répondre assez vite. Donc, vous avez en effet 2 études. Il y a le groupe de travail dirigé par le patron de GE, Inmelt, et moi, je me suis entretenu récemment avec Ron Bloom. Ron Bloom est l'homme qui a aidé le gouvernement américain à jouer dans l'automobile. Et Ron Bloom était chargé du problème de la réindustrialisation des États-Unis. Quand vous parlez avec lui, il intègre ces facteurs dont vous parlez en partie. Et deuxièmement, tout le monde considère qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un point qui a vraiment fait muter significativement les États-Unis récemment, c'est le gaz de schiste, c'est l'effondrement du prix du gaz naturel aux États-Unis, et c'est le fait qu'à partir d'un prix de base de gaz naturel aussi bas, vous avez une remontée de toute une série de secteurs américains, le premier étant la chimie. La grande caractéristique, c'est le patron de Dow Chemical qui dit « Maintenant, je vais refaire des usines, éventuellement de chimie, sur le territoire américain. » C'est ça la chose la plus concrète. Maintenant, en ce qui concerne tout ce que vous dites, le nouveau type d'usine, etc., pour avoir l'honneur, si vous voulez, d'être assez proche de ce que je connais de la recherche-développement de Siemens, ce que vous dites, et il y a déjà des tendances très importantes, une boîte française étant notamment vraiment pas mal là-dedans, c'est Dassault Systèmes.
c'est sans doute la boîte qui est l'une des plus avancées dans tout ce que vous venez de dire. C'est au cœur des réflexions qu'a par exemple un Siemens pour le type de choses que vous dites, c'est-à-dire des interactions de fonctionnement des usines sur la façon dont, dès le départ, vous voyez la chaîne de valeur, dès le départ, vous prévoyez l'entretien, PLM, hein, la liaison, etc. La gestion du cycle de vie des produits. Il y a des gens qui, aujourd'hui, y compris, sont là. Maintenant, je vais vous faire une confidence que je trouve très intéressante, qui est un peu dans votre état d'esprit sur des choses révolutionnaires. À quoi, qu'est-ce qu'a fait, et ça répond un peu au plan, comme Gallois, je le sais vraiment de quelqu'un qui est très proche du gouvernement chinois, qui a travaillé avec lui, le futur président de la Chine, qui, monsieur, on connaît déjà le nom, hein, Xi Jinping. Même s'il y a un petit peu d'agitation de ce côté-là. Il a passé une partie significative de son temps, dans les 2 dernières années, à piloter un groupe de travail dont le seul but est comment faire de la croissance en économisant au maximum l'énergie et les matières premières. Hein? Le futur président de la Chine, il faut savoir que la Chine est dirigée par des ingénieurs, pratiquement tous, le futur président de la Chine a passé son temps à ça. Je ne suis pas certain que c'est ce à quoi nos hommes politiques les plus avancés ont passé 25% de leur temps dans les derniers 2 ans. Voilà. Non, c'est dire que nous sommes face à des choses impressionnantes. Je termine sur une dernière chose. Tout le monde nous bassine sur les économies vertes. Moi, pour ma part, il y a un domaine, parce que c'est le groupe Saint-Gobain qui est très impliqué, que je connais un tout petit peu, c'est le solaire. Le solaire est en train de basculer définitivement, en tout cas sur la filière silicium, peut-être pas sur quelques autres, totalement dans les mains des Chinois. Même les Allemands vont être balayés. Même les Allemands, à mon avis, vont être balayés. Et les gens nous racontent encore, dans le monde politique, notre avenir va être de nous lancer dans les économies vertes. La méconnaissance qui existe des réalités industrielles internationales est pour moi stupéfiante. Et en effet, il n'y a plus, pour l'instant, de corps intermédiaire suffisant, comme le dit Louis, qui peut être un corps d'expertise dans lequel les hommes et les femmes politiques peuvent avoir confiance pour mettre en œuvre leurs éléments. En un mot, sur toutes ces mutations américaines, oui, ça existe, mais je vous assure, les grandes firmes européennes le travaillent autant que les labos du MIT. Je voudrais te pousser plus dans tes retranchements sur présentez-vous avant, M. Herzog. Actuellement président de Confrontation Europe, voilà. Ancien député européen. Je partage complètement l'idée qu'il faut bâtir l'Europe à 2 vitesses, ou à 2 ensemble. Ah, c'est une conversion de toi, Philippe. 2 espaces. Oui, mais j'ai toujours défendu l'industrie, par contre. Allez, pas d'aparté que les gens ne pourraient pas suivre. Mais j'ai toujours défendu l'industrie et ça contribue à cette évolution. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, d'ailleurs, vitesse n'est pas un très bon mot. Il y aura 2 espaces. Il y aura 2 espaces. Et je voudrais te pousser dans tes retranchements sur comment mettre l'industrie au cœur de l'eurozone, ou eurozone plus, parce que c'est quand même extrêmement difficile. J'espérais qu'avec le pacte, je vais te préciser quand même. Je comprends. Je considère, si tu veux, que le fondamental pour le faire, c'est de définir le noyau dur de pays tel que c'est jouable qu'ils adoptent le modèle industriel commercial. Donc le principal est cela. Et de vraiment éraser tous les services actuels et les idéologies de la Commission. Oui, mais alors ça m'amène à ma question, justement. Bon, récemment, il y a eu la tentative du pacte 10 € plus. Moi, j'avais un espoir, justement, précisément parce qu'il s'agit d'euros plus, d'essayer de bâtir. On a essayé de mettre un peu de compétitivité industrielle là-dedans, ça a été complètement laminé. C'est-à-dire il y a eu un tollé. Mais ça va venir à ma question. Le problème, c'est que les règles communes sont à 27. Politique de concurrence, règles communes à 27, réglementaires. Donc, ce que tu nous proposes, là c'est un combat politique. C'est de sortir du traité, de refaire un nouveau traité de l'Élysée. Voilà, c'est quand même Oui, mais alors, le problème c'est l'Allemagne. Comment convertir l'Allemagne? Alors qu'on la trouve la plus souvent acceptant la pression britannique, parce que finalement elle se débrouille très bien par ses propres moyens, vu son système interne, et on n'arrive pas... Je vois les batailles actuelles... Écoute, Schauble et Fischer avaient proposé quelque chose qui allait dans ce sens-là. Oui, c'est nous qui ne l'avons pas saisi. Oui, mais ça fait 15 ans, ça. 94.
Oui, mais... oui, c'est 18 ans. Donc, il y aura un débat. Est-ce que l'Allemagne le fera? Mais pour l'instant, c'est la France qui, pendant très longtemps, n'a pas du tout voulu, comme tu le sais. Mais je la vois souvent avec les Britanniques, que ce soit... Comment? Mais les Britanniques, nous n'avions plus rien de commun par rapport à ce que nous disons. Mais mon problème, c'est comment convertir l'Allemagne. Voilà. Non, écoute, moi en Allemagne, j'ai confiance d'abord dans les convictions du patronat pour convaincre l'Allemagne, à tort ou à raison, et des syndicats. Mon sentiment, c'est que chaque fois qu'ils reviennent encore une fois de Pékin, ils commencent à se dire que c'est la seule voie. Mais c'est pas joué. Mais en tout cas, si tu commences à dire que l'Allemagne ne sera pas convaincue, arrêtons, partons vers la décadence. Non, et mais puis voilà, pour moi, en chantant. Non, mais mon préalable est en France. Si la France n'a pas compris qu'il y a un problème fondamental de compétitivité industrielle, et comme ça n'est pas au cœur de nos joutes politiques, et de la conscience populaire, on est cuit pour essayer de convaincre l'Allemagne de quoi que ce soit. Bon, juste un dernier point. Je voudrais dire combien, pour également convaincre nos citoyens, il y a un effort à faire des entreprises et notamment des grandes entreprises. Je pense qu'en passant le temps à dire ce que nous faisons, c'est la création de valeur. On fait ça, on est obligé parce que c'est l'actionnaire. Il n'y a plus de... Le pays n'est plus dans le discours des grandes entreprises. Et ça, je pense que c'est psychologiquement extrêmement grave. On a l'impression que les patrons, parce qu'ils ont adopté un modèle où ils sont soumis par les actionnaires, ne racontent que la primauté de l'actionnaire, y compris dans ce qu'ils disent. Moi, je suis exaspéré par la part du discours patronal qui commence par « comment j'ai créé de la valeur », qui est une espèce de matraquage idéologique qui est complètement venu du monde anglo-saxon et de toute une série de choses. S'il n'y a pas de ce point de vue, c'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, ma conviction absolue, c'est qu'il n'y a plus entre la nécessité de ce qu'il faut faire sur un plan national et l'acceptation de la primauté actionnariale comme dogme unique de fonctionnement de l'entreprise, il y a aujourd'hui contradiction. Je pense même que bientôt les États-Unis vont voir, et ce seront les derniers à le voir, qu'il y a contradiction. En revanche, les États-Unis, le jour où ils verront qu'avec les Chinois, ils sont sur la route d'un Pearl Harbor économique, ils sont capables, eux, d'une réaction du type Pearl Harbor, c'est-à-dire de devenir des dirigistes à tout crin à partir du moment où il sera dit que la nation américaine se refondra sur la réindustrialisation. Ils sont capables de faire des choses à ce moment-là qui les mobilisera. Mais il faudra qu'ils comprennent qu'ils sont à Pearl Harbor face aux Chinois. Simplement, ce n'est pas de la politique, cette fois c'est de l'économique. Mais je pense que ce moment est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Et là, par contre, je n'enterrerai jamais les États-Unis. Bon, quant aux Anglais, leur destin, c'est de servir les riches de la planète. Et donc, ce n'est pas un destin européen, c'est un destin magnifique mondial, qui font parfaitement. Mais il n'y a plus de choses communes entre le problème qui est celui de l'Europe continentale et le problème de ce qui est optimal pour l'Angleterre. D'Angleterre, comme nous avons l'art de vivre, l'Angleterre a la City de Londres, elle a la City de la City. Même quand M. Cameron est venu réfléchir au destin de l'Europe, il est venu avec les revendications de l'autonomie de la City. C'était quand même symbolique. Allez, une réaction de Jean-Noël de Galzin rapidement, et Patrick Pellata qui voulait aussi faire un commentaire là-dessus. Très vite. Moi, ce que je voulais juste expliquer, c'est que quand on a un processus d'entrepreneur, on arrive, on a une idée, on regarde son environnement, on étudie son marché, et puis on regarde qu'il y a déjà des gens en place sur le marché, on s'aperçoit qu'on vit dans un pays où c'est peut-être plus difficile pour certaines raisons et plus facile pour d'autres de réussir quelque chose. Et puis à un moment donné, on n'est pas certain de tout ce qu'on va faire et surtout, on n'est pas certain de réussir. Mais on se lance. Et on se dit, de toute façon, je ne vais pas attendre que le gouvernement me dise ça, que l'Europe me dise qu'il faut faire ça, que l'ensemble de mon secteur se mette dans ce sens-là. Je me dis simplement à un moment donné, si je veux réussir quelque chose, il faut que j'ai une vision. Là, on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'il faut des grands projets. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut aussi des projets, tout simplement. Il faut des grands projets. Là, on partage cette vision. Mais après, il ne faut pas attendre les choses, à mon sens, du politique ou raisonner uniquement par rapport à ce qui est en place.
je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'on peut changer les choses. On peut recréer le monde dont on rêve. Et je vais vous dire un truc, quand on entreprend dans une entreprise, qu'on démarre tout petit et qu'on sait qu'on s'attaque à des mastodontes et des gigantesques terres arides, en friche, voire plantées, dans lesquelles il y a des tas de gens plus intelligents et plus forts que vous qui vont vous empêcher de réussir, on sait, on le fait parce qu'on sait, on est persuadé qu'on a une force, qu'on est capable qu'on a une valeur, qu'on est capable de la mener à bien, et qu'on se dit, bon an, mal an, avec ça, en fédérant autour de moi, petit à petit, je vais arriver à changer les choses, à changer le monde. Et il se trouve qu'ensuite, sur son parcours, eh bien, contre vents et marées, finalement les vents, en étant contraires au départ, gonflent la voile, et puis on se met dans le sens de la marée, petit à petit on fait grossir son entreprise, et puis on va influencer, on va dialoguer avec un certain nombre de structures en place, gouvernementales, régionales, on va petit à petit faire les choses et on se développe. Et on change le monde. Donc je crois, messieurs, lorsque je vous entends, je trouve qu'il y a une dynamique exceptionnelle. Monsieur Pellata, Monsieur Beffa, je trouve que vous avez une dynamique exceptionnelle. Eh ben moi, je vous invite à vous intéresser à ce qui marche bien et à vous y impliquer. Moi, par exemple, je voudrais savoir pourquoi les présidents des pôles de compétitivité ne sont pas des grands patrons de grandes entreprises aujourd'hui. Et nous les invitons à venir à la tête des pôles de compétitivité, à nous aider à changer, bâtir ces filières, à changer tout un tas de pans de l'économie, à le moderniser. Et puis vous allez voir qu'il y a une dynamique dans ce pays qui fait qu'à un moment donné, les politiques centrales, les politiques européennes, eh bien, elles se rangeront derrière ça. Parce que ça marche, parce que ça produit de l'emploi, parce que les politiques régionaux... Quelles sont leurs préoccupations, les politiques régionaux? C'est de créer de l'emploi. Donc si on arrive à construire des choses avec eux, eh bien, ensuite, de politiques régionaux successful, ces gens-là deviendront des grands politiques nationaux et ils prendront la direction de l'industrie, de l'économie et ils nous aideront à nous développer. Ils nous emmèneront à l'Europe. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de place à prendre. Et surtout, il ne faut pas tout attendre du politique. C'est nous qui sommes les productifs, les créateurs et les développeurs. Voilà. C'est à nous de le faire. Merci à la fois pour cet éloge de l'entrepreneur, de l'esprit d'entreprise, et puis pour quelques minutes d'optimisme dans un monde d'anxiété. Patrick Pellata. Pour revenir sur la question de Philippe Herzog, je crois que la France avait 22-25% de sa valeur ajoutée. Dans l'industrie, elle est descendue à 16%. Dans le même temps, l'Allemagne était à 30%, elle est restée à 30%. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie allemande pèse deux fois plus dans l'économie allemande que l'industrie française. Et je pense que, je viens de lire le bouquin d'Aglietta là, sur la crise de l'euro, où sa thèse, c'est que finalement, ce qui se passe en ce moment, ça va pas mal pour l'Allemagne. Une France qui s'affaiblit petit à petit, une industrie, c'est quand même des vases communicants. Hein, quand une entreprise française perd des parts de marché, voilà, on les retrouve assez souvent en Allemagne. Donc moi, je pense que la première chose qu'on a à faire, c'est à balayer devant notre porte. C'est-à-dire que cette perte de compétitivité massive qu'on vient de vivre sur les 10 dernières années, la première chose qu'on a à faire, je pense, et avant même d'aller trop discuter avec l'Allemagne, parce qu'on est en position de faiblesse, c'est d'abord de reconstruire ça. Et j'en reviens, moi, à l'idée du choc de compétitivité que vous aviez, Louis, mentionné la dernière fois. Je pense que c'est une mobilisation générale qu'il faut faire, et il faut la faire sur les points les plus essentiels, parce qu'on a abordé ce soir, je dirais, des dizaines de thèmes sur lesquels on peut s'améliorer, et il faudra s'améliorer, mais il n'y en a que quelques-uns sur lesquels on peut faire le choc de compétitivité tout de suite, très vite, parce que le temps presse. Moi, je voulais simplement insister ce point-là. Moi, je suis assez sensible aussi sur ce qui a été dit sur les États-Unis. Je pense que la France a fait ça dans les années 60 et dans les années 70, que la France pourrait le faire. Et la France on n'a pas la Silicon Valley, mais on a des choses qui ressemblent, le CEA, la partie civile non nucléaire du CEA à Grenoble, ça ressemble à ça. On peut en faire 3, on peut en faire 4, des choses comme ça. Le SRI, le Stanford Research Institute, c'est la même chose que le CEA, c'est même un peu plus petit. Que j'entends que c'est. Donc,
prenons ces outils-là. Simplement, si on fait seulement ça, seulement des plans, seulement du discours, et qu'on ne s'attaque pas aux fondamentaux, dont les taxes qui pèsent sur le travail, dont les réglementations européennes qui ne vont pas toujours bien pour l'industrie française et sur lesquelles il faut se défendre, dont tous les basiques de l'État, je pense ça ne sert à rien ce qu'on fait à côté. Il faut faire tout ce qu'on doit faire sur la recherche, les pôles de compétitivité, etc. Mais il faut aller traiter les fondamentaux et il faut les traiter vite et suffisamment puissamment. Sinon, cet équilibre France-Allemagne qui a permis de construire l'Europe, eh bien, on le voit sous nos yeux, il ne marche plus. Et les déséquilibres de l'euro, c'est finalement d'abord le déséquilibre des balances commerciales de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud, dont la France, malheureusement, fait partie aujourd'hui de l'Europe du Sud, au moins pour le plan de l'industrie. On va prendre une toute dernière question, monsieur. Pour les personnes qui avaient des questions et qui vont en être frustrées, on pourra peut-être continuer à bavarder juste après cette réunion. Je suis Bruno Masnou, j'ai travaillé à EADS, je suis conseiller en défense et sécurité. J'avais une question à poser. On ne vous entend pas très bien, je ne sais pas si le micro... Ou alors juste, si vous voulez parler un peu plus fort, on y arrivera. Dans la sécurité, on chuchote. Dans la sécurité, on est toujours discret. Merci, c'est mieux. Bon. Parfait. Oui, j'avais un sujet un petit peu complémentaire par rapport à ce qui a été adressé. Et j'avais deux questions, en fait. La première, c'est relation grand groupe PME. Alors, les pôles de compétitivité auxquels j'ai participé beaucoup et qui, effectivement, constituent un creuset de rencontres, etc., sont quand même pas tout à fait bien adaptés pour les grands groupes, à la fois en raison du plafond qui a été évoqué. La DESI était plus structurée pour ça, et peut-être les grands emprunts aussi. Enfin, donc, je trouve que quand même, pour le moment, on voit les grands groupes comme des vaches à lait des PME, sauf qu'un grand groupe ne peut pas dépendre d'une PME pour un programme qui va durer pendant 40 ans. Donc, qui est-ce qui garantit les PME? Voilà une question un petit peu complémentaire. Le deuxième point, qui est très différent et sur un autre rapport, c'est que, bon, moi je viens d'une école où on parlait de patrie, de science et de gloire. Bon, très bien. Aujourd'hui, je ne sens plus aucun de ces termes, et en particulier l'attrait de l'industrie chez nos jeunes a considérablement dégringolé. L'entreprise, c'est un truc conflictuel dans lequel on fait des plans sociaux, dans lesquels il y a des conflits entre syndicats et entrepreneurs, dans lesquels il y a des gens qui se sucrent avec beaucoup d'argent et qui plus est, pour un jeune, mais enfin vous en parlerez peut-être mieux que moi, créer un univers de risque important. Alors moi, pour pousser des gens à aller créer des PME ou des start-up, je vais vous dire, il faut se lever de très bonne heure, hein. Et donc, cet esprit-là, par rapport aux Allemands, par rapport aux ministres chinois qui sont tous des ingénieurs, par rapport aux Coréens, j'en parlerai pas, effectivement, la France manque d'une image positive de son industrie, au sens du tissu social qui va créer, effectivement, les structures d'accueil. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour cette question, qui sera la dernière. J'en profite pour dire que depuis ce matin et jusqu'au 25 mars, donc, se tient la semaine de l'industrie, qui était une des innovations des États généraux de l'industrie et qui a pour but également de populariser l'industrie, notamment auprès des jeunes. Alors, Jean-Louis Beffa, sur les jeunes. Les jeunes, d'abord, c'est un effet assez inégal. Il y avait une étude qui était pas mal récemment, je crois que c'était pour Libération, qui montrait qu'en effet, de très motivés dans le sens de ce qu'on dit, il y en a environ une vingtaine de pourcents. Bon. Moi, je sens simplement, pour aller dans une école régulièrement comme celle où j'étais formé, donc l'école polytechnique. Non, malheureusement, j'ai pas fait les arts et métiers. Mais à Polytechnique, il y a encore beaucoup d'attrait. Il y a encore beaucoup d'attrait de la finance. Hein. Mais le balancier est un tout petit peu en train de revenir. Il y a des responsabilités colossales du corps enseignant. Hein. Colossales du corps enseignant. Enfin, par exemple, il y a une étude, tout de même, je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite dans le pôle systématique, autour de tous les partenaires du pôle, pour savoir quels étaient les besoins en ingénierie système. Et on s'est aperçu qu'il manquait 16 000 ingénieurs système, rien qu'en Île-de-France. Bon. Donc, il y a aussi
peut-être, il y a d'abord un déficit de compétences, de ressources. Et quand on regarde à côté de ça, aujourd'hui, les incubateurs, quand on regarde des pôles comme le pôle Cap Digital, par exemple, qui est un pôle qui est plus positionné sur le numérique, quand on voit le nombre de PME aujourd'hui qui sont en train d'émerger, de devenir des PME qui exportent justement, des PME dans les nouvelles technologies, dans l'Internet. On annonce 300 000 créations de PME, de nouvelles PME dans le secteur de l'Internet. La FIEC nous parle de 120 000 dans les télécoms. Le club des 18 pôles mondiaux présente un potentiel de 200 000 créations d'emplois dans les filières qu'elles défendent. Enfin, il y a... et tous ces emplois, ce sont très souvent des jeunes qui sont issus des formations, des écoles, qui sont impliqués dans ces écosystèmes. Donc, il y a un attrait pour la filière. Il y a simplement un manque. Il y a aujourd'hui un manque de modèles, je pense, un manque de ressources. Et certainement, c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur la notion d'un entrepreneur qui démarre, c'est que je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'il faut donner le goût d'entreprendre. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre très tôt. Ça s'accompagne de peut-être travailler sur la notion de risque. On prend énormément de risques quand on entreprend en France, énormément, pour soi, pour sa famille, son environnement. Mais en même temps, je pense que si on est capable, nous c'est ce qu'on essaye de faire par exemple dans notre écosystème. Moi je suis vice-président du pôle systématique. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je suis un grand chef avec plein de pouvoirs. Ça veut dire simplement que j'essaye de mettre en évidence, autant que faire se peut, à chaque fois que c'est possible, toutes les réussites. Donc on a créé par exemple les entreprises innovantes des pôles. C'est 35 PME depuis 18 mois, qui ont rencontré des investisseurs. Sur ces 35 PME, il y en a 18 qui ont levé. Elles ont levé 25 millions d'euros de fonds privés. Ça veut dire 50% de PME capables de trouver des fonds. Quand vous allez dans n'importe quel fonds d'investissement classique, il y a moins d'1% des PME qu'il reçoit dans l'année qui trouvent des investisseurs. Il y a ce qu'on appelle, on a créé une nouvelle catégorie, c'est les champions d'épaule. Les champions d'épaule, c'est des entreprises en hyper-croissance qui sont capables de doubler leur chiffre d'affaires, leurs effectifs, en moins de 5 ans. Donc, aujourd'hui, on en a 11. Cette année, on va avoir 18 de ces PME. Il y a une croissance. Et cette démonstration d'entreprises qui réussissent, de PME qui réussissent dans des filières, eh bien, elles appellent ensuite la création de start-up. Alors, par exemple, depuis 2 ans, nous avons 14 start-up qui se sont créées uniquement en sortant des projets de R&D qui ont été fabriqués dans ces pôles, au contact des grands groupes, parce que souvent elles fonctionnent de pair avec ce qu'on appelle une sorte de parrainage, une question qui est beaucoup travaillée au sein du pacte PME, par exemple. Mais donc c'est 14 startups qui viennent de ces projets de R&D et qui sont des PME qui se développent. Et je peux vous dire aujourd'hui, pour travailler avec les incubateurs, pour travailler avec des hôtels d'entreprise, pour aller monter des partenariats avec des écoles, eh bien aujourd'hui on voit apparaître une génération d'entrepreneurs extrêmement importants, et en leur montrant des choses qui réussissent et en mettant du temps, parce qu'il va falloir donner du temps à ces écosystèmes, notamment ces pôles, pour qu'ils réussissent, et avec l'implication croissance des grands groupes, je pense qu'on arrivera à dynamiser notre entrepreneuriat et à résoudre une partie de ce que vous avez dit. Merci. Merci à vous tous.